En fait, tout ça, c'est des arbitrages aussi de est-ce que tu laisses ta copropriété, entre guillemets, se délabrer, ou est-ce que tu essayes d'entretenir ton patrimoine et de le valoriser. Nous, on parle beaucoup de rénovation énergétique, on accompagne beaucoup de copropriétés en rénovation énergétique. Il y a souvent ces questions-là qui se posent. Oui, moi j'ai 80 ans. En fait, je m'en fous de rénover énergétiquement la copropriété, puisque grosso modo, dans 10 ans, je suis mort. Enfin, si je le fais très court, c'est ça en fait que pensent les gens. Je dis mais oui, mais en fait, votre patrimoine, vous allez le transmettre à vos enfants, ça va pas disparaître dans la nature. Et puis, une fois que les travaux sont faits, en fait, vous allez profiter d'une meilleure qualité de vie, là, tout de suite, là, maintenant. Et puis, vous allez aussi baisser vos factures d'énergie. Je n'étais pas issu des métiers de l'immobilier, que ce n'est pas ma formation initiale. En fait, moi, c'est vraiment la vie qui m'a... C'est plus le syndic de copro qui est venu me chercher, plus que l'inverse, grosso modo. Moi, mes parents sont repassés de la maison individuelle à la copro. Coup syndic lié au promoteur immobilier, comme ça se passe souvent. Et alors là, tous les problèmes que tu peux imaginer avec un syndic de copro, quoi. Et donc du coup, je me dis, est-ce qu'il existe des propositions plus vertueuses ou est-ce qu'il y a des acteurs un petit peu différents dans ce milieu-là ? Donc du coup, je commence à regarder un petit peu les propositions et il n'y a rien qui me parle en fait. Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Fondation. Je suis Maxime Claval, le fondateur d'Enercool. On développe des peintures thermiques et écologiques qui améliorent le confort d'été et d'hiver. En développant l'entreprise, j'ai eu l'occasion de discuter avec des centaines de professionnels de l'immobilier. Et j'ai découvert un univers incroyable, avec des métiers souvent inconnus et des parcours parfois très atypiques. C'est pour ça qu'avec l'équipe d'Enercool, on a décidé de créer ce podcast. Des acteurs engagés autour de l'immobilier nous expliquent leur parcours, leur vision, leurs victoires, leurs échecs et surtout les leçons qui en découlent. J'espère que vous aurez autant de plaisir à écouter ces échanges que j'en ai eu à m'entretenir avec eux. Ce podcast est sponsorisé par Ici Lundi, les bureaux les plus cool de Nantes. Ils ont même un studio de podcast au top. Rien à dire de plus tellement c'est dingue. Allez voir sur icilundi.fr pour découvrir leur offre. Merci et bonne écoute. Ouais. si, mais je l'avais. Salut Thomas. Salut Maxime. Ça va ? Ça va très bien et toi ? Ouais, ça roule. Merci de venir et d'accepter mon invitation. Merci de me recevoir surtout. Pour notre podcast, on va parler de plein de choses. On a un podcast qui parle d'immobilier au sens large. Moi, j'ai envie de savoir un peu ce que tu as fait avant de monter ton syndic Partie Commune, un peu de ta vie perso, un peu de tes études. Il y a forcément plein de trucs à voir parce que j'ai vu sur ton LinkedIn des choses. Tu as fait des maths, tu as fait Sciences Po, tu as fait du journalisme, tu es parti en Argentine et tout ça. Donc, j'ai envie de savoir tout ça. Puis après, rentrer dans le sujet du syndic que tu as créé il y a quelques années. Ok. Et pour commencer, je veux bien que tu te présentes comme tu le souhaites. Du coup, Thomas Maréchal, je suis le cofondateur de Syndic Partie Commune. J'ai 40 ans, et oui. Oui, comme tu l'as dit, j'ai un parcours un peu... je suis pas issu du milieu de l'immobilier, en tout cas, c'est pas ma porte d'entrée dans le monde du syndic de copropriété. Comme tu l'as dit, moi, j'ai un parcours, on va dire, de formation un petit peu, on va dire, varié, riche. Je fais partie de cette vieille génération, du coup, qui a un DUG encore. Donc, j'ai effectivement un DUG de mathématiques, je peux Qu'est-ce le qu'un dire. DUG pour les plus jeunes ? Un DUG, c'est un bac plus 2, voilà. Tout à fait. Mais fait à l'université, quoi. C'est pas une formation BTS, c'est plus une formation universitaire du coup alors à l'époque c'était un MAS, donc un mathématiques appliquées et sciences sociales. Ce qui était intéressant parce que du coup ça t'ouvrait plein de portes à la fois sur on va dire de la recherche pure en mathématiques, sur la partie informatique et sur la partie économie, donc c'était assez divers, assez intéressant. Donc t'es plutôt un matheux à l'origine. Alors, pas du tout. Mais vraiment, je pense qu'on va pas rentrer trop dans les détails. Mais non, j'étais très fort dans les autres trucs, mais pas forcément en maths. J'étais, on va dire, correct en maths, mais pas forcément. C'était pas forcément mon domaine de prédilection. Et justement, en deuxième année de DUG, en fait, ce que je n'avais pas vu à l'époque, c'était que on passait de 1 tiers à 2 tiers de maths et plus que 1 tiers d'informatique et d'économie. Et donc, du coup, là, ça me convenait beaucoup moins. Okay. Et donc, du coup, à cette époque-là, on avait l'opportunité de pouvoir un petit peu bifurquer. Ça se faisait beaucoup sur CV, lettre de motivation, entretien, essayer d'aller voir justement les directeurs du FR, tout ça. Et donc j'avais réussi à négocier de pouvoir bifurquer de mathématiques à licence de sciences politiques, ce qui n'était pas forcément évident comme lien. Mais bon, j'avais suffisamment bien argumenté pour pouvoir faire ce lien-là. Donc du coup, j'ai atterri en licence de Sciences Po, j'étais à Montpellier à l'époque. Et là, c'était un petit peu la révélation pour moi parce que ça correspondait beaucoup plus à mes attentes. Et c'était une année qui a été vraiment archi stimulante avec un groupe de potes qui sont encore mes potes aujourd'hui. Et donc là, je me suis vraiment éclaté dans mes études. Je suis parti ensuite, j'ai fait mon Erasmus à l'étranger à Stockholm, toujours en Sciences Po.
Et ensuite, tous mes potes sont partis à Paris, donc du coup, j'ai voulu les rejoindre à Paris, mais j'ai pas réussi à obtenir le master et l'université où ils étaient eux. Donc du coup, j'ai fait une double formation, à la fois à Panthéon-Assas, du coup en Sciences Po, mais qui m'a pas du tout plu, et une autre du coup à la Sorbonne en philosophie politique et éthique. Ah oui, Donc donc là, je me suis éclaté. Là, c'était encore vraiment un mon autre domaine secteur, de quoi. spécialité. Ouais. Là, moi, philosophie politique, c'était vraiment mon truc à moi. Mais qu'est-ce que tu fais avec un diplôme en philosophie Ouais. politique de ta vie plus tard? C'est un peu le un problème. petit peu compliqué. Donc autant je m'éclatais intellectuellement, autant effectivement j'avais la conscience que c'était difficile d'en faire un travail et que j'avais pas forcément la vocation à devenir chercheur ou prof dans ce domaine-là. Et donc parallèlement, en fait, comme ça se passait pas bien à Assas, j'ai fait mon second semestre sur un stage en fait en agence de presse. Donc du coup, j'ai exercé en tant que journaliste tout de suite. Et c'était pendant la présidentielle qui a vu Hollande être élu. Et donc, Ok, du coup, donc, c'était une riche... 2007, c'était 2007, ouais, je crois. ok. Ouais. Riche période à ce moment-là, du coup, beaucoup d'ébullition politique. Et donc, du coup, en agence de presse, du coup, il se passait plein de trucs. Donc, c'était assez formateur. Et donc, du coup, j'ai fini par l'Institut français de presse, du coup, où je me suis formé comme journaliste, mais plus avec une orientation recherche, plus une orientation, on va dire, universitaire, pas forcément pratique métier. Et donc j'ai fini comme ça, mais j'ai exercé comme pigiste un petit peu après en tant que journaliste, dans différents canards locaux, à faire de la pige, quoi. Ok, donc déjà en 5 ans d'études, toi t'es nantais à l'origine, tu Non. viens d'où? La première partie de mes études s'est faite à Montpellier, et ensuite Mais toi, Stockholm. tu viens de... Moi je viens un peu de nulle part, j'ai pas d'attache géographique Ok. très forte. Moi, mes parents avaient déménagé à Montpellier. Je suis resté à Paris à l'époque. J'étais en internat parce que du coup, la partie dont je n'ai pas parlé pour l'instant, c'est que je fais du sport de haut niveau aussi. Ah, ok. Et donc du coup, moi, je joue au basket. Et donc, ce qui a globalement payé mes études, c'est que j'étais joueur de basket et j'étais rémunéré pour ça. Donc du coup, j'avais pas travaillé au genre McDo. professionnel? Semi-pro, ouais. Ah ouais, canon. Semi-pro, ouais, je jouais en National 3, National 2. Donc du coup, il y avait des petites enveloppes à la fin du mois qui permettaient de pouvoir survivre facilement. Donc t'as fait sport-études, un truc comme ça? Ouais, j'étais en sport-études, mes parents sont partis à Montpellier, moi je suis resté à l'époque en banlieue parisienne à Sceaux, et ensuite je les ai rejoints à Montpellier, j'ai fait du coup mon année de bac et mes 3 premières années de fac à Montpellier, mais ensuite je suis retourné que pour voir mes parents, quoi. Je n'ai jamais habité vraiment Montpellier autre que sur cette période-là. Ok, c'est intéressant ça. Et donc dans tes 5 ans d'études, je comprends, donc Montpellier, tu montes en Suède. Montpellier, Stockholm, Paris, grosso modo pour les études, ouais. Et t'arrives à toujours faire un peu de basket à ce moment-là ou c'est un moment... Partout sauf en Suède, ouais. En Suède, sur l'année d'Erasmus, c'était un petit peu compliqué. Déjà, il y avait un peu la barrière de la langue quand même. J'ai essayé d'apprendre le suédois, mais c'était assez compliqué. Et puis, les Suédois, ils ont un mauvais réflexe, c'est que quand tu leur parles suédois, ils te répondent en anglais systématiquement. Ok. Donc, en fait, parce que ton suédois ne sera jamais assez satisfaisant pour eux. Donc, du coup, ça t'encourage pas du tout à essayer de vraiment te mettre à fond dans le suédois, parce que bizarrement, ils font pas l'effort inverse, tu vois. D'accord. Donc, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Donc du coup j'avais un peu joué, mais dans mon coin, quoi. J'avais pas joué dans une équipe à ce moment-là. Ok. Donc voilà. Canon, donc un basketteur, d'accord. Oui. C'est vrai que t'es grand. Pas Mais- plus que toi. Mais non, mais c'est ça, exactement. Moi, on me fait souvent la remarque de dire oh, t'es super grand, tu dois faire du basket. Et j'ai dit j'en ai fait un peu, mais j'étais super nul, donc c'est pas suffisant. Ouais. Mais ok. Attends, tu joues encore en... Et je joue encore, et c'est normalement ma dernière saison. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ça va être la petite mort du sportif. Je joue à la Similienne de Nantes en National 3, toujours au niveau national du coup. C'est du côté de Place Vierme. Du coup, c'est un petit club de la rue des Hauts-Pavés. Ok. C'est chouette, je m'éclate. Mais t'es pas obligé de t'arrêter. Enfin, tu peux jouer après en mode. Je suis sais pas obligé de vétéran. m'arrêter, non, mais je vais avoir 41 ans là. Donc 3 entraînements semaine plus les déplacements à Cherbourg le week-end. Ah ouais, c'est encore, ça. Ouais. C'est cool, hein. Mais D'accord. en fait, c'est même pas tant. C'est même pas tant physiquement. Physiquement, je me sens plutôt bien. C'est plus dans la tête. Ok. Où là, tu vois, le fait les déplacements, tout ça, ouais, c'est. Enfin, tu vois, je prends mon ordi dans le minibus pour travailler, envoyer des mails, faire des trucs. Enfin, je sais pas. Tu vois, il y a une dynamique un petit peu différente qui s'est instaurée là. Et puis aussi, je vais être papa. Ah oui. Pour la première fois. Ok. Donc du coup, ça. Et là, au revoir le sport. Non, je pense que je peux pas arrêter complètement. Par contre, Ouais, mais tu vas voir. Arrêter complètement, ça va être très difficile. Mais par contre, oui, je sais que il faut que je réduise un petit peu la voilure à ce niveau-là. Ouais. Ok. J'ai un copain à Saint-Nazaire. Je suis en train de chercher son nom de famille, j'arrive pas à trouver. Johan, qui était. Johan Badian. Exactement. Ouais. J'ai joué avec Johan. Ah ouais. J'ai commencé quand je suis arrivé à Nantes, j'ai commencé à Saint-Nazaire pendant 2 ans. Donc vous connaissez. Ah oui, on se connaît très Ah, bien. Ouais. canon, J'ai son d'accord. numéro de téléphone. Je peux lui envoyer un message là tout de suite.
Ok, trop cool. Bon, Ouais, voilà. il travaille sur les chantiers navals. Je sais plus s'il le fait toujours, mais à l'époque, ouais, il travaillait sur les chantiers navals. Maintenant, je crois qu'il travaille chez SPI à Ok. Nantes. Ouais. Ok. Moi, je connais très bien sa femme. Enfin, c'est grâce à sa femme que je connais Johan, qui nous a annoncé il y a 10 ans en mode je sors avec un ancien basketteur pro. Je dis, waouh. Bah oui, non, je connais bien Johan, on a joué 2 ans ensemble. Ok, canon. On était les 2 anciens de l'équipe parce qu'on est presque, il est un tout petit peu plus vieux que moi, Johan. Il doit avoir 42, 43 ans, Ouais, quelque chose peut-être, comme ouais. ça, donc ouais, on se connaît bien. Ouais. Canon. Bon, monde parenthèse est petit. basket, mais super. Ça marche. Donc, on revient juste donc un peu au niveau pro. Donc, journaliste, tu me dis, tu fais des. Ouais. euh, Je fais des piges ensuite sur le journalisme. Et, des piges, c'est juste pour clarifier. des piges, pour ceux qui savent pas, du coup, c'est qu'on va être rémunéré sur la production de 1 ou 2 articles. Alors, soit ce sont des articles qui sont commandés, c'est-à-dire on vous demande d'aller traiter un sujet vraiment de manière très ponctuelle et vous n'avez pas un contrat de travail avec ce journal-là. Soit vous allez pouvoir vous travailler un sujet et ensuite le proposer à différents journaux et voir s'ils vous achètent du coup votre travail. Donc du coup c'est vraiment du one shot à chaque fois. Et t'es indépendant. Et t'es indépendant, compte, exactement. T'es à ton compte, t'es journaliste à ton compte et voilà, tu travailles entre guillemets presque tout seul dans ton coin. T'as pas le côté on va dire phénomène de groupe d'être au sein d'un journal, de travailler pour un journal de manière récurrente, etc. T'es vraiment que sur quasiment que du one shot. Et de ce que j'en comprends, c'est assez précaire parce que. Alors c'est très précaire. Alors il y a des gens qui arrivent parfaitement à en vivre. Moi, si je me remets dans le contexte de l'époque, j'étais en tout début de carrière. Donc c'était un peu. Voilà, moi je me lançais. Je n'avais que 6 mois d'expérience de cette agence de presse. Donc j'avais pas forcément aussi une plume qui était encore parfaite, bien acérée, etc. Et puis aussi le bagage, on va dire, culturel, la connaissance politique. Enfin tout ça, ça vient aussi un petit peu avec l'expérience. Ouais. Donc du coup, il me manquait un petit peu ça. Donc du coup, et puis il me manquait en fait, tu vois, on parlait de basket tout à l'heure, mais c'est aussi l'avantage et l'inconvénient, c'est-à-dire j'avais un confort matériel qui était suffisant par rapport à mon âge et ce que je faisais, parce que j'avais cette espèce de petit salaire loyer à côté qui était assuré, donc j'avais pas besoin de faire un 35 heures à côté ou j'avais pas besoin de gagner 1 500 € par mois, quoi. J'avais suffisamment pour vivre, alors je roulais pas sur l'or, mais j'avais suffisamment pour vivre, donc c'était à la fois confortable, mais ça me poussait pas dans le fait de creuser cette question journalistique. Ok, ça marche. Tu fais ça pendant combien de temps ? 2-3 ans, et en fait, moi, je suis parti vivre en Espagne après, parce que ça, tu l'as pas dans le CV. Ok. Et en Espagne, j'ai cofondé avec ma copine de l'époque un traiteur. Donc, on avait une première boîte de traiteurs aux îles Canaries. Alors, c'est une Espagne en plus un petit peu particulière, donc à Tenerife. Et du coup, c'est bien passé. J'ai joué au basket là-bas. Et la crise de 2008 est arrivée. Ouais. Et la crise de 2008 en Espagne, je ne sais pas si tu en as mémoire, mais elle a été assez costaud, surtout au niveau immobilier et au niveau tourisme. Et donc, du coup, en fait, il y a eu une espèce de chute de l'économie à ce moment-là en Espagne. Et donc, le traiteur vivait correctement, mais on était vraiment, on va dire, ric-rac à peine à l'équilibre entre ce qu'on arrivait à vendre et on se payait pas du tout. Enfin, voilà, on galérait. Et je pense qu'on était trop jeunes à cette époque-là et pas du tout prêts à ce type de sacrifice-là. Donc au bout d'un an, en fait, on a décidé de mettre fin à cette aventure entrepreneuriale et je suis rentré en France du coup. Attends, et comment tu passes de pigiste parisien à traiteur espagnol aux Canaries ? Enfin, c'est quoi le... Il n'y a pas de lien. En fait, voilà, c'est une longue histoire, mais gros, pour te la faire très courte, le papa de donc cette ex-compagne était un très vieux monsieur qui avait fait fortune dans l'immobilier d'ailleurs. Okay. Donc, il y avait plein de résidences et de choses un petit peu partout. Tu sais, c'était vraiment les businessmen à l'ancienne, on va dire, qui faisaient des kilomètres et des kilomètres de bagnole. Enfin là, en l'occurrence, dans toute l'Espagne. Et donc, du coup, lui, il commençait à être très malade. Et sa mère nous a dit, grosso modo, essayez de trouver un business à faire parce qu'il y a beaucoup d'argent qui dort, il y a beaucoup de propriétés qui dorment. Et en fait, la crise de 2008 commençait à émerger, donc on s'est dit, on va pas lancer une agence immobilière parce que c'est pas vraiment le moment de faire ça. Et donc, du coup, ce qui nous est venu, c'était un business autour de la nourriture parce qu'on se disait, de toute façon, les gens mangeront toujours. Donc du coup on s'est dit restaurant un peu chaud parce qu'on n'a pas forcément l'expérience et puis du coup il y a la question du nettoyage de la salle, enfin c'est assez prenant. Bar, on n'a pas envie de devenir alcoolique trop tôt, donc on met de côté aussi. Et on se disait traiteur avec on va dire les connaissances familiales, sa maman qui cuisinait super bien, nous qui avons un petit peu de connaissances et d'appétence pour ça aussi. On s'est dit que c'était un bon compromis là-dedans pour essayer de monter ce business là, donc on s'est lancé là-dedans. Incroyable. Ok. Et
Après coup, t'as l'impression que t'avais déjà un peu une fibre entrepreneuriale avant ça ou... Ah, mais pas du tout. Pas du tout, ok. Pas du tout, et je pense pas que autant j'aime les projets, autant je me définirais pas du tout comme un entrepreneur. Ok. Moi, enfin, je sais pas, je peux. Mais t'es avoir quand même dans l'action, quoi, on va dire. Ah oui, par contre, Ouais. l'action, c'est. Oui, j'aime faire bouger des trucs, proposer des trucs, oui, ça, oui. Mais pas. Je me définirais pas du tout comme un entrepreneur. comme Ouais. l'image qu'on en donne. Non, Ok. c'est pas. Je me sens pas comme. En tout cas, je me ressens pas du tout comme ça. Ouais. Ok. Donc l'Espagne, ça marche pas. Je reviens en France, En fait, Ensuite, j'ai un peu une période de blanc dans laquelle, en fait, je réfléchis à certaines choses et, en fait, Tiens, je vais parler de ça, tiens, ça va être drôle. En fait, je monte un projet, du coup, de data journalisme, ce qui se faisait pas du tout à l'époque. En 2010, quoi. Ouais, non, ça doit être un peu plus court parce que là, c'est assez ramassé dans le temps, tout Ok. ça. J'ai jamais les dates en tête sur ça. Mais grosso modo, je monte un projet de data journalistique où j'utilise en fait l'analyse de discours pour analyser les discours des hommes politiques, grosso modo, et synthétiser en fait la pensée des hommes politiques. Et en fait, j'en fais un projet d'analyse graphique, en fait. Ce qui se faisait pas trop à l'époque. Ok. À l'époque, les seuls outils que tu avais, c'était des nuages de mots, grosso modo. Donc, tu prenais un discours et ça te faisait, en fonction de la fréquence d'utilisation des mots, tu avais des mots qui apparaissaient plus ou moins gros, quoi, le nuage de mots. Et à cette époque-là, en fait, les chercheurs, ils en étaient... C'est marrant parce que ça semble il n'y a pas si loin, mais en fait, l'état des études et même du matériel informatique, d'analyse informatique à cette époque-là, il semble très nul. Et donc, il y avait un chercheur de l'université Aix-Marseille qui avait créé un outil qui permettait de faire ce qu'on appelle de la co-occurrence, c'est-à-dire de faire des arbres de mots, c'est-à-dire que ça mettait en relation les mots les uns avec les autres. Donc, au lieu d'avoir un nuage de mots, tu avais un espèce d'arbre qui pouvait créer en fait des sémantiques particulières. Donc, c'était un petit peu plus intéressant. Et donc, du coup, à partir de ça, je crée des visages d'hommes politiques. Enfin, bref, voilà. Et donc, j'ai été proposer ça à plein de canards. Et ça n'a pas marché. Et donc, comme ça n'a pas marché, je me suis formé comme professeur de français de langue étrangère. Parce que j'avais envie de faire autre chose et de rentrer dans une autre dynamique et de voyager et de pouvoir offrir finalement un savoir et de pas juste être quelqu'un qui passe, quoi, grosso modo. De pouvoir un peu m'ancrer et d'avoir un travail à faire aussi aux endroits où j'avais envie d'aller. Et donc, du coup, j'ai fait ça. Et puis, un jour, j'ai postulé à Katmandou et j'ai postulé à Guanajuato, au Mexique, le même jour. Et quelques jours plus tard, j'ai acheté mon billet d'avion pour Guanajuato, au Mexique. Ok. Et donc, du coup, le 1er janvier 2013, du coup, j'arrive à Guanajuato, au Mexique, et je deviens professeur de français langue étrangère. Incroyable. À Guanajuato. Très chouette. Pendant 1 an et demi. Ok, donc tu débarques. Ouais. Et t'es quoi Je suis prof de français. Alors moi, je suis déjà bilingue espagnol, donc j'ai pas la problématique de la langue, du coup, de par mon expérience en Espagne, aux Canaries et cette relation-là. Et donc, du coup, je profite pour aussi voyager, connaître le Mexique, qui est un super pays, et donc, du coup, donner des cours de français. Et j'ai la chance, pendant cette année-là, c'est la seule fois de ma vie où je me suis fait, entre guillemets, un peu pistonner. J'avais la pote d'un de mes meilleurs potes, du coup, qui avait créé, et c'est pareil, ça va sembler très anachronique, mais donc du coup, parce que c'était en 2013, elle avait créé une branche d'enseignement des langues en ligne. Donc elle utilisait Skype et un autre logiciel pour, en fait, avec les universités américaines et les high schools américaines, donner des cours d'espagnol en ligne. Donc les gens pratiquaient la langue, en fait. Et donc, du coup, comme ça marchait bien, elle voulait lancer ça pour le français. Et ça tombait super bien, puisque du coup, moi, j'étais au Mexique, donc j'étais sur les mêmes fuseaux horaires, finalement, que les élèves qui allaient recevoir les cours. Donc, en fait, elle m'a donné la possibilité de créer la branche d'enseignement du français pour son entreprise, qui s'appelle Lingua Meeting, qui existe toujours, d'ailleurs. Et donc, du coup, j'ai fait ça pendant 6 mois. Et donc, ce qui était intéressant avec ce truc, c'était que ça me déconnectait complètement ça ne manquerait plus, en fait. C'est pour ça que je suis parti du Mexique. C'est que, du coup, comme je travaillais en ligne, je pouvais travailler... c'est le télétravail avant l'heure, quoi. Je pouvais travailler n'importe où. Sauf qu'au lieu d'être payé 400 € comme j'étais payé à l'Alliance française de Guanajuato, là, j'étais payé 1 400 $. Ce qui change beaucoup. Parce que j'avais un contrat de travail local au Mexique. Et là, j'étais payé en dollars, ce qui me donnait un pouvoir d'achat et un pouvoir de mobilité beaucoup plus important. Donc, du coup, je suis parti au Pérou, en Bolivie, au Brésil. Ah oui, donc t'étais indépendant, nomade. Exactement. Ok, royal. Ça, c'était 2013-2014, du coup. Ok, pendant 1 an, 2 ans.
J'ai pas fait ça longtemps parce que je commençais à fatiguer un petit peu. Je me fatigue vite, malheureusement. Je fatiguais un petit peu de l'enseignement. Et puis l'enseignement en ligne, c'est assez éreintant, en fait. C'est pas du tout la même dynamique que la dynamique de classe. Ouais. Okay. Autant sur les enseignements de langue, tu vois, c'est pas comme au lycée où tu vas avoir 30 élèves, où c'est compliqué d'emmener un groupe de 30, quelle que soit la matière, c'est compliqué. Là, c'était des adultes. Mais là, c'était des adultes, c'était des gens qui étaient déjà motivés pour être là en Alliance française. Mais sur Internet, ça revenait en fait au modèle d'enfants qui n'ont pas forcément choisi de faire ça, auquel on impose ça. Et en plus, en ligne, du coup, pour animer un groupe comme ça sur une demi-heure, 1 heure, c'est assez compliqué. Donc du coup, en fait, j'ai juste mis fin à l'aventure. Et donc du coup, à ce moment-là, je suis au Brésil. J'assiste à la Coupe du Monde au Brésil, accessoirement. 2016, du coup, j'étais dans le coin. Ouais, je sais plus. Oui, ça doit être... Non, c'est 2014. 2014, pardon. Ouais, c'est l'été 2014. Voilà. Et incroyable. Ensuite... je suis un peu jaloux. Ouais, j'ai France-Suisse, 5-2. C'était très chouette à Salvador. Non, ensuite, le Brésil, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont les mêmes lois d'immigration que chez nous. Enfin, à l'époque, ils avaient les mêmes, et je pense qu'ils ont toujours les mêmes. C'est-à-dire que quand tu rentres avec un visa de touriste, tu peux pas le transformer en visa de travail. Et tu as le droit de rester 3 mois, et il faut que tu ressortes 3 mois pour pouvoir rentrer 3 mois, etc. etc. Okay. Donc, si tu veux, j'avais un visa de 3 mois quand je suis rentré. J'ai essayé de trouver du travail là-bas, j'ai pas réussi, et j'avais déjà mon billet pour partir à Buenos Aires. Donc, du coup, comme j'ai pas trouvé de travail, on va dire, intéressant, j'ai eu plein de propositions, mais donc, du coup, je suis parti en Argentine. Et là, j'ai eu un gros coup de chance, c'est que j'ai réussi à trouver exactement le job que je voulais faire à ce moment-là, c'est-à-dire directeur d'école de langue, donc directeur d'Alliance française ou directeur d'école de langue. Et en fait, au bout d'un mois, j'ai chopé un poste, exactement celui que je voulais, vraiment sur un gros coup de chance. Ok, incroyable. Donc pour l'instant, on a 0 lien avec l'immobilier. Ah non. À part. Mais t'as encore un peu de temps avant d'y aller. À part le papy en Espagne. Ah oui, c'est vrai. Mais sinon, c'est un hommage. Non mais voilà, c'est intéressant de voir que tu peux arriver à ce monde de l'immobilier, en tout cas dans ta boîte, on a fait plein de choses avant. Carrément. Carrément. Et tu joues toujours au basket dans ces différents pays? Tu arrives toujours à... c'est une ligne rouge. Mexique, non, parce que Mexique, en fait, il y a peu de gens qui font du sport, mine de rien. Ah bon, ok. Et le sport roi, c'est le football, mais vraiment de très loin. Donc les gens s'intéressent assez peu aux autres sports. Un petit peu le baseball, mais c'est vraiment de loin. Pérou, Bolivie, Brésil, j'ai joué, mais j'ai joué, on va dire, en mode détente dans la rue, sans vraiment de formalisme, on va dire, de basket de club. Et Argentine, ouais, j'ai joué en club par contre. Oui, là, c'est une expérience de fou. Là. Ça joue en Argentine. Ouais. Non seulement ça joue, mais tu as aussi le truc de l'ambiance que tu vois dans les stades de foot, tu les retrouves dans les gymnases de basket. Okay. Et j'ai eu la chance de jouer dans une plutôt bonne équipe, donc si tu veux, on a été dans des finales de championnat et tout, et c'était fou. Ok, c'était incroyable. Fou. Quelle vie. Ouais, déjà. Ouais, on s'amuse quoi. Ouais, canon. Ok, donc après tu retournes en Argentine. Directeur d'une école là maintenant, c'est ça que tu me dis? Directeur d'une école de langue en Argentine pendant à peu près 1 an et demi, 2 ans, ouais. Ensuite je démissionne. Ça veut dire quoi juste, pardon, directeur d'une école Alors, directeur d'école, c'était pas une alliance française, c'est-à-dire qu'on donnait pas des cours de français, on donnait en fait des cours d'espagnol pour étrangers le matin en général, en mode cours intensif. Donc tu es un étranger qui veut apprendre l'espagnol, tu passes 1 semaine, 2 semaines, 1 mois à Buenos Aires et tu prends des cours d'espagnol du coup pour t'insérer dans la vie locale ou pour apprendre l'espagnol. Donc du coup ça c'était les cours du matin, et ensuite les cours de l'après-midi c'était des cours pour les Argentins qui voulaient apprendre majoritairement le portugais ou l'anglais. Et un petit peu le français, l'allemand, mais c'était vraiment très à la marge. Mais toi là tu donnais plus de cours si tu étais directeur? Non, je donnais plus de cours, j'étais chef de l'équipe pédagogique et directeur de l'école, donc là il y avait, si on essaie de parler entrepreneuriat, du coup j'étais manager si tu veux de cette école-là, et il fallait faire en sorte de développer économiquement cette école-là. Comment tu passes de prof en ligne qui se balade dans différents pays d'Amérique du Sud à directeur d'une école? Tu candidates, tu fais... T'as été bon, quoi. Ouais, là, ça se joue à l'entretien, en fait. Ouais, okay. Après, là, t'as aussi le truc de... faut bien voir que l'Européen, parce que je vais pas dire le français, ça n'a pas de sens, mais l'Européen ou l'Américain qui se balade en Amérique du Sud, de manière complètement absurde, t'as l'impression qu'il est mieux que quiconque sur place.
ce qui n'a vraiment aucun sens parce que tu ne seras pas mieux formé ou plus qualifié ou plus que tu veux, parce que ça reste des systèmes... il y a des gens très très bien et très bien formés, très intelligents et très tout ce que tu veux. Mais parce que tu es européen ou parce que tu es occidental avec des guillemets, en fait ta candidature elle va être mieux appréciée que celle d'un Argentin au niveau local ou celle d'un Mexicain au niveau local. Et ça c'est... tu le vois, tu le sens. Ouais. Il y a aussi, mais il y a ce truc aussi... J'ai discuté il n'y a pas longtemps avec des architectes qui disaient tu prends rarement une agence d'architectes locale. Tu as souvent une collectivité ou un privé qui va faire appel à des archis pour que tu aies prestige, quoi. Ouais, et souvent tu as une bonne image, une meilleure image que l'archi que tu connais. Pour moi, ça n'a aucun sens. En tout cas, ça peut pas jouer là-dessus. Ça peut pas être un critère d'analyse pour moi, loin s'en faut. Non, d'accord, mais... Donc du coup, là, pour le coup, sur ce poste-là, ça s'est joué à l'entretien. Je sais qu'on était 2-3 à être pris et avoir été consulté. Et puis, je pense que j'en avais très envie et j'ai dû être très très convaincant. Okay. Et voilà. Bravo, trop bien. Donc là, tu passes quoi, 1 an et demi ? Ouais, je passe 1 an et demi. Alors là, pour le coup, ça a été très formateur parce que, si tu veux... En fait, en France, on se rend pas compte, mais c'est normal parce que l'Argentine, c'est très particulier comme pays. Il faut bien voir que eux, ils sont très habitués, mais nous, pas du tout. Il y a une inflation de dingue. Donc, il faut imaginer que quand je suis arrivé en Argentine, le café expresso que je le payais de mémoire entre 10 et 20 pesos. Et que quand je suis parti, il valait 150 pesos. Ah ouais, okay, wow. Et en fait, ton loyer augmente de 50 ou 100% tous les 6 mois ou tous les 1 an. Donc, il faut être en mesure de renégocier ton salaire tous les 6 mois, tous les 1 an. Parce que sinon, en fait, tu perds en pouvoir d'achat de fou. Et tout est comme ça tout le temps. Donc, tu vois, nous, les cours qu'on donnait, le montant, il était souvent donné en dollars. Parce que le dollar est beaucoup plus stable et beaucoup plus fixe. Mais pour les Argentins qui le payaient en pesos, du coup, le montant, il changeait tout le temps, quoi. On était obligé de le mettre à jour quasiment tous les 6 mois. Et c'est un petit peu une des raisons pour lesquelles je suis aussi parti. C'est qu'au bout de 2 ans, 2 ans et demi, en fait, j'étais un petit peu fatigué de ce truc-là, c'est-à-dire qu'au moment où je me suis arrêté, j'avais plus de travail. J'ai voyagé pendant 6 mois et j'ai profité finalement de plus avoir de travail, mais j'avais pas envie de me remettre dans cette dynamique-là. J'avais envie de rentrer en France un petit peu parce que ça faisait quasiment 6 ans que j'étais parti, donc de me reconnecter un petit peu à ce qui se passait dans le pays aussi, quoi. Et puis même au niveau, je sais pas comment dire, des amitiés, genre de choses. Enfin, tu parlais des amis de Montpellier, par exemple. Quand tu pars en Amérique du Sud, J'ai pas mal de potes qui sont venus me voir. Ok, t'avais un flux... Que ce soit au Mexique, ma sœur elle est venue au Pérou, mes parents ils sont venus un petit peu partout, donc non, c'est aussi l'occasion pour les gens de venir te voir. Après, c'est sûr que du coup, tu les vois pas avec une fréquence dingue. Voilà, d'ailleurs, si tu aimes les anecdotes, je t'en donne une. La première fois que je suis rentré en France, c'était au bout de 3 ans. Alors, j'ai plus la date exacte. T'as fait 3 ans sans revenir en France ? Ouais, j'ai fait 3 ans sans revenir, et quand je suis revenu, j'étais à Paris. Et c'était le soir des attentats. Okay. Donc du coup, mon retour en France a été assez costaud. Parce que je rentre en France et on est au Stade de France avec mes potes. Donc du coup, on vit le truc. C'est France-Allemagne. Ouais. Okay. Donc je rentre en France pour la première fois depuis 3 ans et je me mange les attentats en live et vécus en live. Donc c'était assez fou. Ouais. Ah ouais, bienvenue en France, quoi. Enfin, c'est ça. Okay. Donc du coup, même mon avion retour avait été décalé et tout. Enfin, c'était une dinguerie. Ouais. Waouh, ok. C'était assez costaud. Ouais. Incroyable. Ça marche. Argentine, t'arrêtes et là tu rentres en France ? Je rentre en France et là on va se rapprocher un petit peu plus du monde de l'immobilier. Ouais. Parce que là j'ai quand même beaucoup raconté ma vie. Je travaille rapidement. Donc là quand j'arrive, j'ai pas de destination. J'avais juste comme cahier des charges dans ma tête de me dire je veux que ça soit pas trop loin de la mer et une ville suffisamment grande pour pas trop galérer à trouver du taf, grosso modo. Donc ça s'est joué entre Montpellier, Bordeaux, Nantes. La vie m'a poussé vers Nantes et Saint-Nazaire du coup, et Johan Badian que je rencontre à ce moment-là du coup. Donc ça c'est 2017. Je fais quelques petits boulots. Ensuite je travaille pour l'Institut Saint-Dominique à Saint-Herblain, qui est un gros établissement scolaire privé pour lequel en fait je deviens chargé de projet numérique. Donc j'enseigne en fait le numérique et les outils numériques, donc on va dire Google, Excel, etc. À la fois aux profs parce qu'il y avait beaucoup de besoins, et à la fois aux élèves du coup de la 6e jusqu'à la seconde à peu près.
Et donc je fais ça pendant quasiment 2 ans, et ensuite il y a un changement de directeur d'établissement, et puis il met un petit peu le projet en pause, donc du coup je décide de partir. Et ensuite je travaille pour Moneco. Alors, est-ce que tu connais Moneco ? Une monnaie locale. Ouais. J'ai regardé ton profil LinkedIn hier. Ouais, donc tu triches du coup. Donc tu connaissais pas Moneco avant hier. Si, en vrai je connaissais. Mais ça me l'a rappelé de dire ah oui effectivement il y a une monnaie locale. Ouais, du coup moi j'ai travaillé pour Moneco pendant 2 ans en tant que chargé de développement communication. Donc, du coup, tu peux parler un peu de Moneco rapidement de ce que ouais, c'est. Carrément. Donc Moneco est une monnaie locale, du coup, la monnaie locale de Loire-Atlantique. Donc une monnaie locale, c'est une monnaie qui va circuler sur un périmètre géographique restreint dans le but de se servir de cet outil monétaire comme outil de transition écologique. Si je devais payer ma peinture Enercool en Moneco, par exemple, toi, en tant qu'entreprise, tu recevrais, je dis n'importe quoi, 3000 Moneco, par exemple. Comme la monnaie ne circule que en Loire-Atlantique, du coup, tu aurais 2 choix. Soit trouver des fournisseurs en Loire-Atlantique qui acceptent la monnaie locale. Donc, ça pourrait être dans ton périmètre d'activité, on va dire, industriel. Parce que, je sais pas, le fournisseur de molécules de je ne sais pas quoi pourrait accepter la monnaie locale. Partons de ce principe-là. Ou tu pourrais te dire, en fait, je paye mon loyer de ici lundi en monnaie locale parce qu'ils acceptent cette monnaie d'échange. Ou je paye le café de mes collaborateurs en monnaie locale parce que on se fait des repas ou des trucs de temps en temps, donc je peux aller dans des restaurants ou des cafés qui acceptent cette monnaie. Ou je peux aussi me payer une partie de mon salaire en monnaie locale, parce que du coup, comme c'est une monnaie, et donc du coup, moi, en tant que particulier, je fais mes achats où je veux, à la Biocoop, à l'épicerie Vrac. Je peux payer ma facture d'électricité aujourd'hui parce qu'il y a un fournisseur qui accepte, qui s'appelle Énergie de Nantes, qui accepte les paiements en monnaie locale. Donc voilà, il y a plein de choses que tu peux payer en monnaie locale. Donc du coup, aujourd'hui, c'est un réseau d'environ 300-350. Alors, j'ai plus le chiffre exact parce que du coup, je fais toujours partie de la gouvernance, mais je suis un petit peu moins dedans que ce que j'étais avant. Mais il doit y avoir environ 300-350 professionnels qui acceptent la monnaie locale sur notre territoire de Loire-Atlantique. Donc du coup, ça fait autant de personnes avec lesquelles tu peux échanger de la monnaie. Ok. Ça t'est créé comment et par qui C'est un vieux projet Moneco. Alors, les monnaies locales, elles ont un essor en France à partir de 2010-2013, grosso modo. Aujourd'hui, il y en a environ 90 en France, disséminées un petit peu partout sur le territoire. Et Moneco, c'est un projet un petit peu particulier parce qu'il est issu de la fusion de 2 anciennes monnaies locales. Une qui s'appelait Sonante, ça parlera aux vieux Nantais. Moi, ça me parle. Voilà, qui était un projet qui était porté par l'institution, par la métropole de Nantes. Et il y avait un autre projet qui s'appelait le Réel, mais du coup qui fonctionnait que sur le pays de Ré. Donc Sonante était 100% numérique. Le réel était 100% papier, parce que du coup c'était de la monnaie physique avec des coupons différents. D'accord. Et donc du coup les deux ont décidé de fusionner et ont donné naissance à Moneco en plein Covid. C'était super comme timing. Donc en 2020, donc Moneco va fêter ses 5 ans là. Donc je crois que c'est le 20 juin. Venez nombreux au Solilab. Il y aura toute la journée plein d'animations et on fêtera du coup les 5 ans de cette monnaie locale, qui est aujourd'hui la 2e monnaie locale de France, il faut le dire quand même, puisqu'on a plus de 1 million de Moneco échangés. On est quasiment à 1 500 000 maintenant. De Moneco échangés annuellement entre les différents utilisateurs de la monnaie. Un Moneco, c'est 1 euro ? Un Moneco égale à 1 euro, oui, tout à fait. Je ne l'ai pas dit, mais c'est les basiques de... Il n'y a pas de différence de valeur. Ouais. C'est que, on va dire, la monnaie qui change en tant que telle. Quoi. Incroyable. Tu vois, ça me l'a rappelé. Je l'avais en tête. Devenez utilisateur de Moneco. Ça ne vous coûte pas grand-chose, mais c'est un geste... Je vais le rajouter quand même. Bon, je profite d'avoir un long temps de parole. Ça peut vous sembler très absurde comme projet, la monnaie locale, parce qu'on me dit pourquoi j'irais m'enquiquiner à payer en Moneco quand, en fait, par exemple, on entend souvent ce discours-là, en fait. Je suis très vertueux, je fais déjà mes courses à l'épicerie Vrac, je me déplace déjà à vélo, je fais déjà ceci, je fais déjà cela, j'ai déjà mon électricité chez Enercoop, pourquoi j'irais m'embêter finalement à utiliser une monnaie supplémentaire ? Tu as rappelé la valeur faciale de Moneco, c'est-à-dire qu'un Moneco égale à 1 euro, donc il n'y a pas de différence de valeur. Par contre, pour obtenir des Moneco, il faut que tu convertisses de la monnaie. Donc, si tu veux 20 Moneco, il faut que tu donnes finalement, entre guillemets, 20 euros à l'association Moneco pour qu'elle te donne 20 Moneco que tu puisses utiliser ensuite. Ça paraît logique, moi, ça. Ça paraît logique. Ces 20 euros que tu as donnés... Oh, j'ai tapé sur la table. Ces 20 euros que tu as prêté, donnés à l'association, en fait, ils sont placés sur des fonds à la Nef et au Crédit Coopératif. Et en fait, ils servent à financer des projets sur notre territoire dans le domaine social, culturel et environnemental. Donc en fait, quand tu utilises de la monnaie locale, tu fais 2 choses en une. Incroyable. Non seulement tu consommes de la même manière que tu aurais consommé, parce que encore une fois, si tu vas à l'épicerie Vrac, que tu payes en Moneco, que tu payes en euros, finalement tu iras quand même à l'épicerie Vrac.
Mais par contre, si tu le payes en euros, tu n'auras pas ce double effet qui se coule de pouvoir avoir financé finalement ou aider à financer des projets dans le domaine social, culturel ou environnemental. Donc quand tu payes en Moneco, finalement, non seulement tu ne perds pas de pouvoir d'achat, mais tu accélères d'autant plus la transition. Et ce qui est chouette, c'est que si je prends l'exemple des projets financés par la nef, tous les ans, tu peux voir concrètement quels projets ont été financés et finalement, qu'est-ce que ça a permis finalement cette utilisation de la monnaie locale. Comme financer Nercool par exemple. Par exemple, on a fait un emprunt bancaire auprès de la nef. Donc finalement, tu peux dire d'une certaine manière merci à Moneco et aux utilisateurs de Moneco qui ont permis ce financement-là. Magnifique. Et j'ai rendez-vous avec la banquière de la nef. Marine. Demain. Marine Lemoine ? Non, c'est pas Marine Lemoine, Marie. Ok. On n'a pas la même du coup. Et du coup, je vais lui demander encore plein d'argent grâce à Moneco. Mais voilà, parle-lui de... normalement, les monnaies locales à la nef, ils connaissent très bien, parce que du coup, ils sont vraiment partenaires de plein de monnaies locales. Alors, pas toutes, mais je dirais pour 90% d'entre elles, elles ont un lien avec la nef. Ouais. Ok, génial. Ok. Et donc toi, là-dedans, tu es... Donc moi, là-dedans, je suis chargé de développement communication, donc je fais un peu le discours que je viens de te faire, mais auprès de tous les gens qui ne connaissent pas Moneco, pour faire en sorte que les gens adhèrent à l'association et faire grandir le cheptel des professionnels, du coup, puisque moi, j'étais chargé de développement vraiment sur les professionnels qui utilisent la monnaie locale pour faire en sorte que la chaîne et que ça soit facile d'utilisation pour tout le monde. À la fois pour les particuliers, pour se dire, en fait, j'ai plein d'endroits où le dépenser, donc du coup, c'est facile, j'y vais, quoi. Et pour les professionnels, pour se dire, en fait, je travaille avec vos chaînes de fournisseurs pour que ce soit aussi facile pour vous, si vous recevez des Moneco, de pouvoir les dépenser sur toute une chaîne de valeur. Ouais, c'est toujours un peu la difficulté, c'est que pour que ça ait un impact, il faut que ça soit un peu gros, parce que si tu te retrouves à dire je peux dépenser uniquement à mon vendeur de tomates, ça marche pas. Exactement. Et c'est en fait ce qui est compliqué, c'est que il faut avoir un rythme de développement qui soit à peu près le même dans tous les secteurs. Il faut que tu aies suffisamment de professionnels pour que ça soit attrayant pour les particuliers, et suffisamment de particuliers aussi pour que ça soit attrayant pour les professionnels, parce que le B2B ça fonctionne, mais la masse, on va dire, des gens qui l'utilisent, ça va être les particuliers aussi, et ça va être ce qui va être très visible. Donc du coup, tu as besoin de développer dans toutes les directions, et les collectivités ont aussi un rôle à jouer là-dedans, parce que la collectivité, en fait, en appuyant le projet, ça donne confiance. Faut toujours voir que la monnaie locale, quand on parle d'argent en France, c'est jamais très simple, et du coup, l'acte de changer aussi ta monnaie, de faire cet acte conscient de dire je vais changer ma monnaie et cet acte de payer, il vient toucher des choses un petit peu émotionnelles qui sont pas forcément simples à changer pour tout le monde. C'est clair. Ok. Donc là tu es dans le sujet de l'économie sociale et solidaire. Exactement. ESS. C'était déjà le cas avant, tu avais déjà un peu ce... J'ai toujours été un petit peu militant, on va dire. Okay. En fait, la transition pour moi vers Moneco, elle amorce un petit peu la transition vers syndic partie commune, du coup. En tout cas, elle illustre un petit peu le type de projet qui me plaise. C'est que la monnaie locale, c'est un projet qui est très transversal et qui vient toucher plein de secteurs d'activité et on va dire qui pense, le monde au sens très large du terme. Parce que dans la monnaie locale, tu peux avoir une Nercool, tu peux avoir le boucher du coin, tu peux avoir le fournisseur d'énergie, tu peux avoir la collectivité. Enfin voilà, ça brasse tout le monde et tu as un champ de réflexion qui est très large. Et du coup, pour moi, syndic partie commune, c'est un petit peu la même chose. En fait, tu viens toucher un secteur d'activité dans lequel tu vas avoir des habitants, des promoteurs, plein de corps de métiers différents, et dans lequel tu peux vraiment obtenir des changements systémiques, presque, j'ai envie de dire, ou en tout cas des manières de penser qui amènent à ça. Et donc du coup dans la genèse de syndic partie commune, Moneco ça a un petit peu joué dans le fait ça me plaisait parce que c'était systémique, et donc du coup ça m'a fait me pencher sur ce sujet du syndic de copro. Et donc on va rentrer dans le dur, enfin dans ton activité maintenant. Comment ça vient justement le sujet de monter un syndic de copro? Yes. Les syndics copro, si on fait un sondage dans la rue, 90% des gens vont dire j'aime pas ça. Ça fait partie du top 10 des professions les plus détestées en France. Magnifique. Et toi tu te dis je vais faire ça. Ah oui, c'est qu'il y a de la place. Non, Comment ça vient cette réflexion? Et en fait, donc moi, là je sais pas ça fait combien de temps qu'on parle, mais grosso modo vous avez bien compris que je n'étais pas issu des métiers de l'immobilier, que ce n'est pas ma formation initiale et que j'en suis très loin à ce stade-là de ma vie. En fait, moi c'est vraiment la vie qui c'est plus le syndic de copro qui est venu me chercher plus que l'inverse, grosso modo. Moi mes parents sont repassés de la maison individuelle à la copro.
ils ont vieilli, etc. Ils avaient une grande, non, elle n'était pas si grande que ça, mais ils avaient une maison individuelle, grosso modo. Et à un moment, ils se sont dit, bon, bah, marre d'avoir un étage, marre d'avoir 120 mètres carrés à nettoyer toutes les semaines. Donc, on se remet dans un appart un petit peu plus petit, les enfants sont partis, tout ça. On reprend un petit peu de confort et de simplicité de vie, quoi. Donc, ils achètent sur plan, le machin prend son temps, etc. Et donc, du coup, ils se font livrer. Et alors là, du coup, à Montpellier. Et du coup, syndic lié au promoteur immobilier, comme ça se passe souvent. Et alors là, tous les problèmes que tu peux imaginer avec un syndic de copro, quoi. Aucune réactivité, des trucs très obscurs, très chers. Enfin, ouais. Ça allait, rien ne va, quoi. Il n'y a rien qui va, quoi. Vraiment, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va. Et puis du coup, en copro, en fait, il y a beaucoup d'inertie. Parce que du coup, tu peux prendre des décisions une fois par an en assemblée générale, etc. Et puis, tu donnes une chance. Mais donc, si tu donnes une chance, donc tu donnes une année supplémentaire. Donc du coup, Ça, voilà. c'est réglementaire. Ça, c'est réglementaire. Et donc, du coup, au bout de 2-3 ans, ça va toujours pas. Et puis, du coup, ils me parlent de leur problématique de syndic de copro. Moi, j'y connais rien. Donc, voilà. Et je regarde un peu ce truc-là et je me dis, mais est-ce qu'ils n'ont pas eu de chance ? Et donc, du coup, c'est ce syndic qui particulièrement travaille mal, ou du coup, est-ce que, je sais pas, comment travaillent les syndics, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi particulièrement celui-là, etc. Donc, je commence à creuser un petit peu le sujet. Là, c'est mon côté journalistique qui prend le dessus, quoi. Ouais. Et donc, je me rends compte effectivement de ça, quoi, que le syndic de copro, c'est un métier qui est très mal aimé, que voilà, si je le dis trivialement, tout le monde déteste sous syndic, que c'est très convenu, que tous les syndics travaillent mal. Enfin, si tu cherches sur Internet syndic de copro, etc., tu tombes sur 50 groupes Facebook. Enfin, voilà, tout le monde, c'est un peu du syndic bashing, comme on aime à dire dans le métier. Et donc, du coup, je me dis, est-ce qu'il existe des propositions plus vertueuses ou est-ce qu'il y a des acteurs un petit peu différents dans ce milieu-là ? Donc, du coup, je commence à regarder un petit peu les propositions. Et il n'y a rien qui me parle, en fait. Il n'y a rien où je me dis, tiens, ça correspond à mes valeurs. Ouais, il y a un peu d'écologie, il y a un peu de vivre ensemble, il y a un peu de... Non, rien de rien. Et je me dis, je sais pas, ça serait quoi d'inventer finalement un syndic de copro qui parlerait un petit peu d'écologie, qui parlerait un petit peu de vivre ensemble et qui placerait, on va dire, une certaine éthique de travail, un petit peu comme quelque chose de non négociable, et comment on invente un petit peu un syndic comme ça, quoi. Ok. Je fais une petite parenthèse, je suis pas en train de dire que tous les syndics travaillent mal, je suis pas en train de dire que tout le monde est catastrophique, c'est pas du tout mon propos, mais sur, on va dire, la proposition et la vision des syndics de copropriété à l'époque, et j'ai envie de dire même toujours aujourd'hui, finalement, moi je rencontrais pas quelque chose qui allait dans, on va dire, ma vision écologique, ma vision du monde. Et donc du coup, je me mets en tête de créer ce machin-là. C'est marrant parce que généralement, souvent, il y a des gens qui ont monté des boîtes parce qu'ils ont vécu eux-mêmes le problème. Non, moi je l'ai pas vécu. Mais tu l'as vécu à travers tes parents. Donc ouais, j'ai pas été touché directement, on va dire, c'est par la problématique. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que ce qui m'a, en plus, j'ai envie de dire, beaucoup poussé, enfin je sais pas si poussé, c'est qu'en fait le même été, parce que ça se passe pendant un été ça, j'ai 3 personnes qui me parlent de leur syndic de copro. Okay. Tu vois, c'est un peu l'alignement de planètes. Je prends un Blablacar, le mec qui me parle de son syndic pendant une demi-heure, alors que c'était un sujet inexistant pour moi 2 mois avant, tu vois. Et j'ai comme ça le même été 3 conversations sur les syndics de copro, donc je me dis il y a un sujet, quoi, il y a quelque chose. Ça c'est marrant aussi parce que c'est peut-être aussi le je sais pas, moi j'ai plein d'exemples comme ça. Quand ma femme était enceinte, je voyais que des femmes enceintes. Quand on a voulu acheter une voiture, la voiture qu'on voulait, je la voyais partout. J'ai pas forcé le mec du Blablacar à me parler de son syndic de copro, parce que vraiment il y a des sujets plus intéressants. Ouais, mais il y a peut-être des... Quand t'as un sujet en tête, tu l'entends partout, peut-être tu le pop vois un petit peu plus. C'est possible. En tout cas, moi, c'est effectivement ce qui s'est passé sur cet été-là et ce qui m'a poussé un petit peu dans cette direction-là, ou en tout cas à être un petit peu plus alerte et à creuser ce sujet-là, effectivement. Tu travailles encore chez Moneco ? Je travaillais encore chez Moneco, et ce que j'ai fait, du coup, c'est que je me suis dit, allez, en fait, à ce moment-là, j'étais vraiment en période de transition. Je travaillais toujours chez Moneco, mais c'était un temps partiel, donc j'avais toujours du chômage. Bref. Et donc, du coup, j'ai eu la chance de pouvoir faire financer ma formation pour devenir syndic de copro par Pôle emploi. Okay. Donc du coup, j'ai eu ma formation prise en charge à 100%, donc j'ai fait en fait une formation au CNAM
à l'ICH qui est un peu la voie d'excellence pour faire ça. Mais vraiment, en fait, ils ont un truc très complet sur les métiers de l'immobilier. Moi, je l'ai vraiment fait que sur la partie syndic de copro parce que, on va dire, la vente et la transaction, la gestion locative, c'était pas du tout mon sujet. Donc, du coup, je l'ai vraiment fait que sur la partie syndic. Donc, du coup, je l'ai fait en cours du soir et je travaillais pour Moneco en même temps. Et ça s'est super bien passé et du coup en même temps à germer un petit peu l'idée. J'ai commencé vraiment à designer, on va dire, le type de syndic que j'avais envie, comment il pensait, comment il réfléchissait, c'était quoi notre approche, le modèle économique, etc. Petite parenthèse pour dire que la France, on est quand même pas trop mal. Tu dis que tu fais financer ton magnifique. Moi, je pense à ça. Mon fils était à l'hôpital il y a 2 jours. Tu rentres dans l'hôpital, tu sors dans l'hôpital, tu payes rien. C'est ça. Mais à l'époque, c'était même je pense que c'est plus le cas aujourd'hui, c'était la région qui finançait, qui avait financé. C'était pas directement l'État ni Pôle Emploi, mais c'était des fonds régionaux qui finançaient en fait les formations des demandeurs d'emploi. Et pour le coup, vraiment, je n'ai pas déboursé un centime. Ouais, incroyable. Ça a été payé à 100%. Ouais. C'est chouette. Donc il faut une formation, ça aussi c'est réglementaire, c'est-à-dire que vaste sujet. Pour être syndic de copro, il faut... Pas du tout. Non. Ah donc tu l'as fait Il n'existe pas, alors c'est un vaste sujet vraiment, il n'existe pas de formation pour être syndic de copropriété. Demain j'ai envie d'être syndic de copro. As-tu un bac plus 5 ? J'ai un bac plus 5. As-tu un bac plus 5 vaguement en rapport avec soit le domaine juridique, soit le domaine économique, soit le domaine immobilier ? Je sais pas, je suis ingénieur, je sais pas si... Est-ce que tu as un peu du bagou et tu es capable de négocier quelque chose ? On va dire que oui. Ouais. Donc du coup, tu peux présenter ta candidature à la CCI et voir s'ils acceptent ta candidature. Parce qu'en fait, la condition pour être syndic de copro, enfin avoir la carte professionnelle syndic de copro, c'est d'avoir ou 10 ans d'expérience dans le métier, ça t'as pas, ou d'avoir un bac plus 5 en lien avec les 3 domaines d'activité que je t'ai dit. D'accord. Et donc du coup, moi j'ai argumenté... En fait, si tu veux, j'aurais pu commencer syndic de copro directement, sans faire la formation. Parce que du coup, j'ai été voir tout de suite la CCI, et je leur ai dit, moi j'ai un doc de mathématiques et sciences sociales, j'ai fait du droit en Sciences Po, etc. Ah oui, c'était le domaine juridique. Bref, et donc du coup, je leur ai dit, est-ce que je peux avoir la carte ES ? Ils m'ont dit oui. Donc en fait, je pouvais commencer vraiment from scratch, directement, sans aucun cours, sans rien. Incroyable. Je pouvais avoir ma carte professionnelle. Carte S, c'est ça que Carte S, ouais. Ok, d'accord. Mais moi, je me sentais pas du tout de m'improviser syndic de copropriété. Donc du coup, j'ai fait la formation parce que je sentais que j'avais besoin de ce bagage-là. Et grand bien m'en a fait parce que pour moult raisons, c'est un métier éminemment compliqué, très juridique sur la partie de la loi de 65 qui régit la copro, sur la partie technologie du bâtiment, pathologie du bâtiment, où on est super bien formé au CNAM. Enfin voilà, moi, ça m'a permis d'apprendre en fait plein de choses, alors qui étaient certes très théoriques, mais sans ce bagage théorique, je me serais retrouvé dans des situations très compliquées, parce que la gestion quotidienne du syndic de copro, elle demande des connaissances très vastes sur plein de sujets, et autant on peut pas être spécialiste de toutes les questions, mais autant il faut savoir s'entourer des bons professionnels pour résoudre des problèmes qui peuvent être très graves et très urgents. Ça marche. Du coup, tu peux nous expliquer un peu... c'est quoi le syndic partie commune et en quoi tu es différent complètement des autres et qu'est-ce que tu as réussi à créer avec ça ? Donc du coup, alors il manque un élément fondamental quand même dans cette... parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts très fort. Je fais la formation à l'ICH, du coup au CNAM, et au moment où je termine la formation, je rentre dans l'incubation aux Écosoli, du coup. Donc on fait incuber notre projet, et je dis on, et c'est pour ça que je me dis que je vais me faire taper sur les doigts. Donc on intègre l'incubateur d'entreprise des Écosoli, et parallèlement, en fait, je fais la rencontre de Madame Magnin, Aurore, qui est la cofondatrice de Syndic Partie Commune, parce que je n'ai pas fondé ça tout seul. Et donc du coup, Aurore, en fait, elle a un rôle très important dans le projet parce qu'elle a le parcours complètement inverse au mien. Aurore, elle a travaillé pendant une grosse dizaine d'années dans l'administration de biens, en gestion locative et en syndic. Et elle a fini au siège d'un grand groupe immobilier que tout le monde connaît, qui commence par Fonds et qui finit par SIA. Et donc du coup, elle a bossé 4 ans au siège. Okay. Et elle a fait beaucoup de formations de collaborateurs, elle a repensé pas mal de process métiers. Enfin voilà, elle a été vraiment dans le cœur du réacteur.
Et Aurore, elle avait pour ambition, puisqu'à l'époque, elle était un petit peu plus jeune qu'elle ne l'est aujourd'hui, elle avait pour ambition d'essayer de changer la grosse machine de l'intérieur en essayant de porter justement une notion plus sociale, humaine et écologique. Et c'est un petit peu épuisé, parce que je pense qu'il y a à la fois l'énergie de la jeunesse, mais ensuite il y a l'inertie de la grosse machine. Et puis je pense que c'est difficile de porter ces sujets-là tout seul ou toute seule. Et donc du coup ensuite elle a complètement arrêté, elle s'est reconvertie dans la cuisine, elle a fait complètement autre chose. Et on se rencontre complètement par hasard à un brunch non loin d'ici, par l'intermédiaire d'un ami en commun. D'accord. Et donc je lui parle de mon projet, qui était à l'époque un projet. Elle me dit mais oui, tu as raison, c'est exactement ça qu'il faut faire. Et si tu veux, je te file un coup de main. Et donc du petit coup de main, voilà, la chose à pas dire. Et donc le petit coup de main est devenu une cofondation d'entreprise. Parce qu'en plus, du coup, Aurore avait, elle aussi, elle a eu son propre resto et elle avait aussi, accessoirement, dans un ancien passé, créé une autre entreprise. Donc, elle avait aussi créé des entreprises et elle est juriste de formation. Donc, en fait, elle avait ce bagage-là. Donc, en fait, on s'est économisé plein de frais d'avocats et de choses comme ça pour créer nos statuts d'entreprise. Enfin, tout le démarrage comme ça. Et donc, du coup, on a un peu tout fait nous-mêmes de manière artisanale. Mais donc du coup, on a cofondé l'entreprise. Donc moi, là aujourd'hui, tu m'as en face de toi. Mais on est deux à porter ce projet maintenant depuis un petit peu plus de 3 ans, puisque du coup, Syndic Partie Commune est né en mai 2022. Donc on va avoir 3 ans là dans quelques mois. Ok. Et donc du coup, Syndic Partie Commune, c'est quoi ? Donc c'est un syndic de copro professionnel. Donc au même titre que tous les syndics de copro professionnels. Et donc nous on a articulé notre manière de travailler autour de 3 piliers: écologie, que j'ai déjà mentionné, éthique et réengagement des copropriétaires, et vivre ensemble. Je vais commencer par la partie réengagement et éthique, qui est la plus simple à comprendre. Aujourd'hui, un gestionnaire de copropriété, la moyenne nationale, il gère 50 copropriétés et environ 1000 lots, donc 1000 appartements. Ça, c'est la moyenne nationale. Si on fait les calculs très rapides dans la tête, 50 copropriétés, ça veut dire donc qu'il y a 50 AG. Il y a 52 semaines dans l'année. Donc c'est une par semaine. On prend des vacances en France. Bon, puisque c'est un pays très sympathique où on peut aller à l'hôpital, mais c'est un pays où on peut aussi prendre des vacances. Ouais. Donc du coup, si on enlève des 52 semaines, au moins 5 ou 6 semaines de congés payés, il ne reste plus que 46 semaines et il y a 50 AG à tenir. Donc en fait, souvent, ce qu'on explique, c'est que c'est pas que les gestionnaires de copropriété ils travaillent mal, ou c'est juste qu'en fait ils ont une quantité phénoménale de travail. Donc c'est même pas qu'ils veulent mal travailler, c'est juste que à un moment il faut faire des arbitrages sur les différentes urgences et sur la gestion courante, et que c'est très compliqué quand tu as un portefeuille. Et encore une fois, j'ai dit 50, c'est la moyenne. Il y en a qui ont 60, 70, jusqu'à 80 en région parisienne. Il y a vraiment des abus à ce niveau-là. Donc du coup, oui, le mail, il va pas être traité dans les 3 jours, parce qu'il est déjà sous une pile de mails qui fait 300 mails. Ouais, donc ça va prendre, il y a une inertie, il y a beaucoup de temps de latence. Donc nous, chez Syndic Partie Commune, en fait, nos gestionnaires, ils gèrent maximum 30 copropriétés et maximum entre 600 et 700 lots. Donc du coup, on a réduit de quasiment un tiers, ce qui est la moyenne nationale. Ce qui nous permet d'avoir beaucoup de disponibilité et de réactivité, parce que on n'est pas sous des chaînes de mails, alors même si on reçoit beaucoup de mails et beaucoup d'appels téléphoniques, mais ça nous donne en fait une possibilité d'action et une qualité de service qui nous semble fondamentale dans ce métier-là. Quand tu pars en week-end et que tu as un problème de chaudière, il y a une fuite d'eau, quelque chose comme ça, et que tu vas pas avoir d'eau chaude, en fait, il faut avoir le temps et la disponibilité de pouvoir le traiter là tout de suite, là maintenant, parce que sinon tu laisses une famille sans eau chaude pendant le week-end, quoi. Ouais. Enfin, c'est un exemple qui est un petit peu absurde, mais voilà, l'idée c'est de pouvoir avoir suffisamment de temps et de réactivité pour pouvoir traiter aussi les urgences. Question naïve ou bête, mais pourquoi les syndics qui font ça ? C'est des raisons économiques un peu évidentes de... Pour moi, c'est une équation, c'est purement une équation économique, quoi. Ok. Et c'est là où notre modèle, je trouve, est très intéressant. Sans vouloir me jeter des fleurs. Nous sommes le premier syndic français de l'économie sociale et solidaire. On t'a parlé d'ESS avec Monaco tout à l'heure. Donc nous, on a créé des statuts d'entreprise
ou nous sommes une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Ça veut dire quoi ? Parce qu'on entend cette chose-là, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que nous n'avons pas d'objectif de lucrativité. Ça ne veut pas dire qu'on a un projet non lucratif, c'est pas ça qu'on est en train de dire, mais ça veut dire que nous, notre objectif, c'est d'être à l'équilibre, de bien payer nos salariés et de pouvoir développer notre entreprise. On n'a pas d'actionnaire à rémunérer. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment, encore plus aujourd'hui où on est une jeune entreprise et qu'on n'est pas encore atteint notre rythme de croisière. Mais nous, notre objectif, c'est payer nos salariés et qu'ils aient des conditions de travail convenables pour eux et faire en sorte de bien faire le métier de syndic de copro. Mais on n'a personne derrière ou sur lequel il faut qu'on lui rende 15% de notre chiffre d'affaires. Ouais. C'est pas du tout comme ça qu'est pensé. Donc du coup, nous, on a designé notre portefeuille de gestion sous un modèle où on s'est dit on a besoin de suffisamment d'argent pour pouvoir justement obtenir cette qualité de travail et cette qualité de service, mais pas plus, pas moins, quoi. Et donc du coup, peut-être que tes prestations sont peut-être aussi plus chères qu'un autre syndic, mais tu sais pourquoi tu payes ou même pas ? Eh ben non, même pas. On est dans la fourchette haute, moyenne mais haute. On n'est pas les plus chers, on n'est pas les moins chers. On est sur le milieu haut de ce qui se fait en termes de prestations de syndic. Par contre, on va avoir En fait, nous, on n'a pas forcément de barème. C'est-à-dire que nous, pour faire un devis auprès d'une copropriété, on doit forcément aller sur place et rencontrer les copropriétaires. Nous, on ne fait pas des devis à l'aveugle en disant il y a une copropriété de 10 appartements, donc 10 appartements, c'est tant. Non, ça ne va pas du tout fonctionner comme ça, parce qu'en fonction du nombre de contrats, en fonction de la typologie du bâtiment, en fonction de est-ce qu'il y a un ascenseur ou pas, est-ce qu'il y a un chauffage collectif ou pas, etc., c'est pas du tout la même limonade en termes de quantité de travail. Donc nous, on a besoin d'adapter aussi nos honoraires en fonction de la quantité de travail que ça va représenter pour nos gestionnaires. Donc du coup, ça, c'est un point important. Et le deuxième point, c'est qu'on veut rencontrer les copropriétaires. Parce que pour nous, aussi dans notre approche, on parle de tu vois, j'ai dit éthique et engagement des copropriétaires, mais on a envie que les gens ils s'investissent dans leur copropriété. Donc on va faire des réunions de conseil syndical, on va faire des visites, et c'est pas juste pour faire beau dans le contrat, on va vraiment les faire. Donc du coup, on a besoin qu'il y ait du répondant, on a besoin de construire une collaboration avec les copropriétaires. Donc on va faire un contrat d'1 an, on va mettre des réunions, et au bout d'1 an, on fait le point, est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, mais j'ai envie de dire des deux côtés. Si les copropriétaires sont satisfaits du service, tant mieux, mais nous on a aussi besoin d'être satisfaits de la manière dont les copropriétaires vont s'investir dans le projet syndic partie commune. Tu renverses le truc, quoi. Je suis pas content de vous. Je suis pas. On s'en va. En fait, c'est arrivé. Faire ça. Alors, on pourrait faire ça. On l'a fait une fois. Et ça a même été plus loin en fait. On n'a pas attendu la fin de notre contrat, on a démissionné. Parce qu'un syndic peut démissionner, ça arrive. Nous, on a récupéré des copropriétés comme ça. Si la relation se passe mal ou si... D'ailleurs, c'est assez bizarre parce qu'elle est assez déséquilibrée d'ailleurs. C'est un sujet un petit peu à part, mais tout le monde a le même contrat de syndic. C'est la loi qui définit la manière dont un contrat de syndic doit être fait. Donc, tu peux juste remplir des cases. Tu peux pas réinventer ce que c'est qu'un contrat de syndic. Tu l'as sur les J-France, tu charges contrat de syndic et tout le monde a le même. D'accord. Les copropriétaires, s'ils veulent se séparer d'un syndic en cours de contrat, il faut qu'ils justifient une faute. Ce qui est assez lourd parfois et qui peut aller au contentieux devant la justice. Un syndic, il peut démissionner à n'importe quel moment, sans avoir à justifier de quelconque manière que ce soit pourquoi il démissionne. Alors, la plupart du temps, ils le feront par une ligne ou un détail, mais tu peux démissionner à n'importe quel moment. Et nous, on a démissionné, en fait, et c'était assez presque courageux à ce moment-là, parce que c'était notre 3e contrat, donc tu vois, on était vraiment au tout début de l'aventure. Mais ça se passait très mal, et en fait, on était... et c'était une petite copropriété, hein, mais en fait, les personnes qu'on avait en face de nous étaient systématiquement dans un rapport de force, n'étaient pas du tout dans un projet de collaboration. Donc nous, on était en plus au début, donc on suait, enfin, vraiment, on faisait plus que ce qu'on pouvait. Mais c'était non seulement jamais assez suffisant, mais on se faisait insulter au téléphone, crier dessus, etc. etc. Et en fait, au moment où tu te dis, mais en fait, je fais pas du tout ce métier-là ou ce projet-là pour me faire insulter. Et en plus, vu les heures que j'y passe, c'est vraiment pas du tout nécessaire, quoi. Je rentre pas dans le détail du pourquoi, du comment, mais grosso modo, voilà, on avait pris la décision de démissionner à ce moment-là. Et juste ton contrat avec un syndic, il est fixé dans le temps ? Tu as un contrat de 3 ans Alors, le contrat, il peut être entre 1 an et 3 ans, grosso modo. Il ne peut pas être supérieur à une durée de 3 ans, mais il est rarement... Enfin, dans les faits, il pourrait être inférieur à une durée d'1 an, mais grosso modo,
en général, dans 99,9% des cas, il est entre 1 an et 3 ans. Ça marche. Rien à voir, mais comment tu fais pour trouver tes premiers clients ? Ça se passe comment ? Ouais. Là, c'est l'environnement de l'économie sociale et solidaire nantais qui a fait que on a, en fait, la newsletter des Écosolides, du coup, là où on était incubé, a parlé de notre projet. Les Écosolides, on fait une petite parenthèse. Ouais, c'est une espèce d'association, on va dire, qui est liée à un lieu qui s'appelle le Solilab à Nantes et qui accompagne tout le monde de l'économie sociale et solidaire sur Nantes Pétropole, grosso modo, avec ou des incubations, ou des ateliers, ou des conférences, ou plein de choses comme ça. Et donc, du coup, ils ont trois types d'accompagnement. Donc, ils ont un truc qui s'appelle Popcorn. C'est tu vas tester ton idée. Grosso modo, tu as une idée de projet dans l'économie sociale et solidaire. Et pendant 2-3 jours, on t'outille pour te dire est-ce que vraiment il faut aller plus loin ? Est-ce que c'est une idée à la con ? Est-ce que c'est une super idée, etc. Ensuite, tu as un truc qui s'appelle l'incubateur qui dure à peu près 1 an, sur lequel, justement, là, tu passes de l'idée à ça va devenir une entreprise. Et grosso modo, tu es dans les starting blocks de lancer ton entreprise. Et ensuite, tu as un troisième truc qui s'appelle l'accélérateur. Et là, c'est comment tu changes d'échelle une fois que ton projet est lancé depuis quelques années. Nous faisons partie de la promotion de l'accélérateur cette année. Ouais. Non, c'est un chouette mouvement parce que c'est un peu les codes on va dire start-up, mais appliqués à l'économie sociale et solidaire. Exactement. Avec un super lieu à Nantes. Si les gens veulent aller voir au bout de l'île de Nantes, c'est exactement ça. C'est derrière le hangar à bananes. Et effectivement, c'est un très chouette lieu. Et c'est... je pense, tu vois, pour te parler un petit peu du projet, là, j'étais rentré dans Syndic Partie Commune, je pense que je ne l'aurais pas fait ailleurs qu'à Nantes. À Nantes, il y a un terreau très fertile pour ce type de projet-là, et il y a beaucoup de projets de l'économie sociale et solidaire où, tu vois, même, je pense que Enercool, même si t'es pas un projet de l'économie sociale et solidaire, tu as quand même un lien, même si c'est plus une version, on va dire, start-up de l'entreprise. Il y a quand même une visée écologique, il y a quand même, on va dire, une certaine conscience de ces enjeux-là. Et je suis très à l'aise qu'on se fréquente, je suis très à l'aise de faire ce podcast, je suis très à l'aise de potentiellement te proposer sur certaines copros. Parce que il y a tout ce terreau nantais d'entreprises qui vont un petit peu dans le même sens et qui ont une vision un petit peu similaire. Ouais. Ça marche. Donc les premiers clients, c'est grâce à ça en fait. Donc premier client grâce à ça, et ça a même précipité en fait la création de l'entreprise, parce que nous on avait pensé plus créer en septembre 2022. Et en fait les gens sont venus nous voir, on nous dit vous avez fait un syndic, quand est-ce qu'on commence ? Et là on disait on commence pas parce que l'entreprise n'existe pas. Et là on s'est dit on est peut-être un peu con, peut-être qu'on va créer l'entreprise, parce que du coup vu qu'en syndic de copro il y a beaucoup d'inertie, les contrats font 1 an, 3 ans, etc. Si on passe à côté de nos premiers clients, ça va être beaucoup plus difficile une fois qu'on sera créé de se dire vous allez être le premier d'un syndic qui n'existe nulle part ailleurs, etc., etc. Donc on s'est dit, là on nous a tendu 2 fois la perche, donc on va la prendre. Donc du coup, on a été syndic d'un habitat participatif sur Rezé, qui était un projet neuf, du coup, qui a été, on va dire, techniquement pas notre première copro, mais les premiers à venir nous chercher. Et ensuite d'une petite copropriété sur l'île de Nantes, de Saint-Cloud, qui était un tout petit truc, mais qui permettait en fait de dire en fait on existe, on a créé l'entreprise, on gère déjà des copros, même si c'est que 2, mais on met le modèle tout de suite en branle, et on se dit de toute façon ça va pas nous coûter grand chose à faire démarrer, mais au moins on a un petit peu de vécu et on prend de l'expérience aussi, on éprouve le modèle dans les faits avec ces premières copropriétés là. Moi je me rends pas du tout compte parce que j'ai jamais été confronté à un syndic de copro. Toi, en termes de revenus, un immeuble, une copro, c'est quoi l'ordre de grandeur ? Tu m'as dit, il n'y a pas de... Archi-variable, ouais. Grosso modo, c'est pas un métier où tu gagnes beaucoup d'argent. Au lot, grosso modo, tu vas être sur les fourchettes les plus basses, donc dans les grandes copropriétés, c'est-à-dire où tu peux faire un effet plus volume, du coup. Tu vas être sur des trucs entre 150 et 180 euros du lot, grosso modo, annuel. Du lot de l'appartement. Okay, c'est ce que ça va coûter aux copropriétaires, en moyenne, on va dire. Donc du coup, sur une grosse copropriété, par exemple, là, on a gagné la semaine dernière notre plus gros contrat. Donc c'est une copropriété qui fait 127 lots. Et là, le contrat de mémoire, il est à 23 000 euros annuels, quelque chose comme ça, TTC. Ce qui est un chiffre
pas si impressionnant que ça en fait dans l'absolu. Tu vois, quand tu signes un contrat de peinture, ça peut être en fonction de la taille, je pense beaucoup plus important. Oui. Et nous, du coup, pour donner une idée de notre croissance, on a fait un premier exercice comptable qui était très long, du coup, sur 1 an et demi. Notre chiffre d'affaires était ridicule. C'était 23 000 euros, un truc comme ça. Enfin, c'était tout petit. Là, on vient de finir de clôturer notre deuxième exercice, c'est 100 000 euros, donc on fait x4. Mais ça grandit tout doucement, parce que de la même manière, en fait, nous, syndic, les honoraires, alors, c'est un petit peu particulier parce qu'on a la chance de se verser nos propres honoraires. Un syndic de copro, il est mandataire du syndicat des copropriétaires, donc de la copropriété pour le dire rapidement. Donc du coup, nous, on administre le compte bancaire de la copro et on verse, on fait les paiements aux différents fournisseurs. Nous, syndic, nous sommes un des fournisseurs de la copro. Donc en fait, on se paye nos factures, grosso modo. Okay. C'est ça qui est un petit peu drôle. Enfin, en tout cas particulier dans ce métier-là. Et donc du coup, notre chiffre d'affaires, il grandit aussi petit à petit parce que du coup, on se verse nos honoraires par trimestre. Donc même si je signe 23 000 euros sur ce contrat, je vais me verser 7 500 euros, 6 000 et des brouettes, tous les trimestres. Donc en fonction de quand rentre le contrat, tu vois, typiquement sur cette copro-là, je vais me verser 3/4 de ce contrat-là sur mon année 2025, mais pas l'entièreté du contrat. Mais tu sais par contre que sur le temps long, tu auras toujours des revenus qui vont arriver grâce à ça. Alors, oui et non, parce que du coup, nos contrats, ils durent 1 an. Et donc, possiblement, si ça se passe mal, au bout d'1 an, c'est terminé. Et donc, du coup, il y a une remise en concurrence et possiblement un autre syndic qui prend la suite. Mais comme vous êtes un syndic incroyable... Aujourd'hui, on n'a pas perdu de contrat. Ok, très bien. Ça ne veut pas dire qu'on n'en perdra pas dans le futur. Aussi parce que nous, sur certains projets, on se présente sous une lumière un petit peu particulière, notamment sur les habitats participatifs. Nous, on essaye d'accompagner les gens à devenir autonomes. Et donc à se passer de syndic de copro. Donc on se présente comme le syndic qui s'autodétruit. Oui, c'est possible. Tu peux être ce qu'on appelle un syndic bénévole. C'est-à-dire ce sont les gens eux-mêmes, les copropriétaires eux-mêmes, qui font l'administration et la gestion du syndic de copro. Alors ça fonctionne plus facilement dans des petites copropriétés, parce qu'à partir d'une certaine taille, on va dire que le volume de travail va être trop important. Donc du coup, la personne ou les personnes qui vont s'en occuper, ça va vraiment leur prendre beaucoup de temps, donc c'est difficile. Mais sur des petites copropriétés, on va dire jusqu'à grand max 20 lots, ça peut être jouable si les gens ils ont un peu de connaissances en compta et qu'ils ont un petit peu de temps, ça se fait quoi. Il n'y a pas des boîtes qui existent où ils ont tout numérisé et en gros tu gères toi-même ton syndic, mais en mode... Tout à fait. Avec une app ou un site, j'en sais rien. On en a beaucoup entendu parler sur les dernières années. Il y a pas un mec qui est en procès et compagnie. Je sais plus si il y a beaucoup de procès. Si on reprend la vision un peu macro et historique du syndic de copro, c'est un métier qui n'a pas beaucoup bougé pendant très très longtemps et qui est régi par une très vieille loi de 1965. Donc c'est pas un monde de modernité, le syndic de copro. Et justement, tu as ces nouvelles entreprises et néo-syndics qui sont arrivés avec des outils numériques un petit peu plus puissants et qui ont automatisé pas mal de choses, qui ont mutualisé pas mal de services et qui avaient plus de dur, quoi, qui existaient en ligne ou qui avaient des locaux à Paris mais qui géraient Nantes, la Bretagne, Strasbourg, etc. Donc du coup, qui permettaient de couper un petit peu les coûts de fonctionnement. Mais... En fait, tu vois, typiquement, l'entreprise à laquelle on pense, et si les gens pensent syndic, ils sauront de qui on parle, grosso modo. Mais, tu vois, j'ai encore eu un coup de fil aujourd'hui même d'une entreprise où le mec, ils sont gérés par cette boîte-là. Et en fait, lui, il a plus suffisamment de temps pour s'occuper de la gestion de la copro. Et en fait, il revient à un syndic professionnel parce que, en fait, si lui ne le fait pas, il n'y a personne d'autre pour le faire. Et donc du coup, même cette plateforme-là qui est top, enfin moi je l'ai vu, ça fonctionne super bien, mais il faut avoir un minimum de connaissances et un minimum de temps. Si tu l'as pas, la plateforme, aussi bonne soit-elle, elle remplace pas un être humain. Aujourd'hui, la machine ne remplace pas l'être humain derrière. C'est trop humain comme métier, le syndic de copro, pour pouvoir se dispenser complètement d'être humain derrière. Et je rajouterais même, on va dire, la plateforme, vraiment, c'est top, ça fonctionne bien, etc. Mais dès que tu as un petit peu de problématiques d'urgence ou de problématiques de travaux et de temps long, là, ça devient un petit peu plus complexe d'avoir juste un outil de gestion comptable, en fait. Parce que tout ce qui va être connaissance en termes de technique bâtiment, de métier, de travaux,
Là, la machine, elle est jamais venue voir ton immeuble, en fait. Ouais. Donc, elle connaît pas tes canalisations, elle connaît pas ta toiture, elle connaît pas... Donc, tu peux avoir des conseils théoriques, mais ça remplacera jamais l'expérience et un œil humain sur ces questions-là, quoi. C'est quoi les demandes que tu as le plus? C'est souvent de l'urgence ou c'est... Dans le quotidien, tu veux Ouais, dire? c'est ça. Ouais, c'est de l'urgence. C'est, tu vois, là, en période de... T'as 2 grands cas. T'as la période d'hiver, où ça va être tout ce qui va concerner le chauffage, là où il y a du chauffage collectif. La chaudière qui démarre pas en octobre-novembre. Chaudière qui démarre pas, ou t'as mon radiateur qui est cassé, ou les réglages de la chaudière, enfin voilà, tout ce qui va concerner le chauffage collectif en règle générale, c'est une source de problème. Et après, on est à Nantes. Donc les dégâts des eaux et tout ce qui va concerner les couvertures, il y a certains moments où on est très sollicité. Donc ouais, si tu veux faire fortune, faut être couvreur. Franchement, couvreur, je pense que t'es bien. Il y a du taf tout le temps. Enfin, faut être bon, parce que si t'es nul, personne fera appel à toi. C'est pas un métier facile. Et c'est pas un métier facile. T'es dehors, on t'appelle quand il pleut, forcément. Ouais. Donc voilà. Mais ouais, il y a grave de demandes et ça fait partie de la majorité des problèmes qu'on traite. Ouais, c'est de la couverture un petit peu tout le temps. Et d'ailleurs, comment tu sources les entreprises qui interviennent? Parce qu'elles doivent être un peu dans la même logique que toi, j'imagine. Yes. C'est du coup, j'avais commencé la partie présentation de syndic partie commune sur la partie éthique et engagement, j'en ai un petit peu parlé. Ouais. Il y a la partie écologie, du coup, qui fait un petit peu la transition sur cette question. Nous, ce qu'on fait, c'est que il y a deux grands aspects. Le premier aspect, si je parle de traitement de l'urgence, par exemple, et des couvreurs, aujourd'hui, trouver un couvreur qui est à fond dans l'écologie, qui va se déplacer à vélo, qui va retraiter ses déchets, qui va faire une égalité salariale homme-femme dans sa boîte et qui est une coopérative, aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc, je ne vais pas la chercher, de toute façon, il n'y en a pas. Il y en a un qui se déplace à vélo, quand même, je vais le dire, avec un gros vélo cargo. Mais l'objectif, c'est d'aller trouver des sensibilités, d'aller titiller les entreprises sur ces questions-là. Et donc, du coup, par exemple, nous, on utilise beaucoup sur les métiers où c'est compatible, l'association Les Boîtes à Vélo et toutes les entreprises et les entrepreneurs qui sont à l'intérieur de cette association Les Boîtes à Vélo. Il y a beaucoup de plombiers qui se déplacent à vélo aujourd'hui parce que c'est facile pour eux. C'est beaucoup plus simple pour eux de se déplacer à vélo dans le centre-ville de Nantes qu'avec leurs grosses camionnettes parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas forcément besoin de beaucoup de matos où ils se mettent les remorques, etc. Et il y a 2-3 enseignes bien connues à Nantes qu'on voit circuler très fréquemment. Et du coup, ça fonctionne super bien. Mais de la même manière, il y a des menuisiers à vélo, il y a des serruriers à vélo, enfin, plein de petits corps de métier comme ça, où nous, on a systématiquement besoin ponctuellement de ce type d'intervention. Et du coup, nous, on a beaucoup et on travaille beaucoup avec des électriciens aussi. On travaille beaucoup à vélo, enfin, avec des entreprises à vélo. Nous sommes nous-mêmes à vélo, soit dit en passant. Tout le temps? Tout le temps ou en transport en commun, ouais. Ok. Zéro voiture? Zéro voiture. Ok, magnifique. Okay. Et donc, du coup, l'autre aspect sur la question écologique, c'est que historiquement, en copropriété, quand tu vas dans une AG de copro, je ne sais pas si tu as déjà été dans une AG de copro. Non, voilà. Une AG de copro, tu as résolution 25, changement de la toiture, par exemple. Changement de la toiture, devis de machin bidule, devis de truc machin, devis de machin bidule, 10 000 euros, devis de truc machin, 9 000 euros. Qu'est-ce qu'ils vont choisir les gens? Tu prends celui à 9 000 euros. Voilà. Donc tu fermes les yeux, tu regardes le prix et tu prends le moins cher. Est-ce que dans ta vie quotidienne, le moins cher est toujours le meilleur? Eh bien non. Ah. Je m'attendais à cette réponse. Et donc du coup, nous on essaye typiquement d'apporter ce type de sensibilité-là. Alors, pas sur la question, le prix est un des facteurs de choix, complètement d'accord avec ça. Par contre, les engagements écologiques, les engagements sociétaux, la labellisation et le type d'entreprise sont des informations qui nous semblent essentielles au moment de choisir une entreprise qui va intervenir sur la copropriété. J'ai plein d'exemples. Ton entreprise de ménage, c'est pas la même chose si elle utilise des produits même, qui soient même pas bio, mais en tout cas sourcés ou sains pour l'environnement. Parce que en fait, tes enfants, ils vont peut-être lécher la vitre en fait. Donc du coup,
peut-être que s'il n'y a pas des produits toxiques sur la vitre, c'est peut-être mieux pour ton gamin qui va lécher la vitre que l'entreprise de ménage, elle ait conscience que les produits qu'elle va utiliser vont avoir un impact sur la vie des gens. Ton plombier, c'est pas la même chose s'il se déplace à vélo, s'il se déplace en camionnette, et c'est pas la même chose s'il retraite ses déchets, il les emmène à la déchette ou s'il les fout dans la poubelle devant la copropriété. C'est pas la même chose une entreprise où il y a une égalité salariale homme-femme à l'intérieur de l'entreprise ou s'ils n'ont strictement jamais abordé le sujet. C'est pas la même chose une multinationale qu'une entreprise locale, etc., etc. Et donc, en donnant l'ensemble de ces informations, nous, on essaie de sensibiliser et responsabiliser les copropriétaires sur l'impact environnemental, social et au niveau de l'économie locale qu'ils vont avoir sur les parties communes. Parce que ils décident collectivement et le prix, nous, ça ne nous semble pas être un élément suffisant pour pouvoir décider collectivement. S'il y a 100 balles de différence ou 200 balles ou 400 balles de différence entre deux devis, peut-être que ça vaut le coup de se dire que 400 balles divisé en 15, finalement, c'est pas beaucoup plus, et peut-être que j'ai envie de favoriser l'entreprise qui est un petit peu plus chère. Et je me permets de dire que, en fait, ça fonctionne, en fait. C'est quand tu apportes cette sensibilité. Alors, je dis pas qu'à chaque fois, on choisit le devis le plus cher. Et le but n'est pas de choisir le devis le plus cher à chaque fois, mais c'est de choisir en conscience le meilleur devis et ce qui est le meilleur pour la copropriété et la planète et l'économie locale si je trace à grands traits, quoi. Le choix dans les AG de copro, c'est la majorité, enfin comment ça se... Alors il y a plusieurs types de majorités, du coup, donc c'est la loi de 65 qui régit la manière dont ça fonctionne, donc il y a des majorités qui ont des noms, alors elles ont des noms un peu barbares, sont majorité 24, 25, 26. D'accord. 24, grosso modo, ça va être la majorité des gens qui sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale. Ensuite, la majorité 25, ça va être la majorité en tantième de la copropriété. D'accord. Donc les tantièmes de copropriété, il faut savoir, c'est ton pouvoir ton pouvoir décisionnel au sein de la copropriété par rapport à ta surface de partie privative. Pour la faire très courte, plus tu as un grand appart et plus tu as un poids dans la copropriété. Et donc du coup, ça se joue sur les tantièmes et pas par tête, quoi. C'est pas comme une assemblée générale d'association où c'est une personne, une voix. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, la copropriété. C'est plus tu vas avoir un grand appart et plus tu as un pouvoir décisionnel. Et donc la majorité 26, c'est ou majorité des 2/3 ou l'unanimité. Ça dépend de ce que tu votes. C'est en fonction du type de vote qu'il y a à faire. Exactement. Sur les travaux. La loi de 65 détermine, en fonction de ce que tu as à voter, quelle majorité tu dois utiliser. Ok. Ouais, tout ça, c'est très cadré. technique. Ouais, c'est très technique, c'est très cadré. C'est pour ça que je disais, tu vois, si je reviens à la question de la formation, oui, j'aurais pu lire la loi de 65 et me dire, vas-y, je vais m'improviser syndic de copro. Ouais. Pas si simple. Je pense qu'il vaut mieux pas le faire. Ok. Ouais. Et ce qui est pas mal, c'est que, de ce que je comprends, tu peux pas avoir quand même, une personne dans la copro qui va tout bloquer parce que... Non, et même, tu vois, nous, on a des toutes petites copropriétés où tu peux imaginer comme ça, on va dire, un monopole de la décision. Mais en fait, la loi limite à 50%, quoi qu'il arrive. Imaginons, tu as 3 copropriétaires. Tu as 3 copropriétaires, il y en a un qui a un méga appart et qui pèse 75% dans la copro, mécaniquement il sera réduit à 50% pour que les deux autres, il ne peut pas y avoir un phénomène de je décide tout seul, en fait, c'est pas possible. Donc il faudra forcément 2 personnes qui soient d'accord pour passer ce cap de 51%. Tiens, j'en profite, j'ai une question pour nous, Enercool. Ouais. On a parfois des copros qui font appel à nous, des gens qui sont en dernier étage, qui ont très chaud, qui veulent peindre leur toit en blanc. Nous on leur dit évidemment faites-le, enfin c'est pas toujours évident, mais en tout cas voilà. Comment ça se décide des sujets, donc là en l'occurrence tu vois les peintures en toiture qui concernent que le dernier étage finalement, il faut quand même réussir à convaincre tout le monde, ou il y a des sujets un peu comme l'ascenseur, j'imagine que ceux qui sont au rez-de-chaussée ils s'en foutent un peu de l'ascenseur. Comment ça se... Ah, tu fais une grimace pour les gens qui nous écoutent, mais... Non, mais c'est marrant. Ta toiture est une partie commune, donc elle concerne tout le monde. Effectivement, s'il y a là, tu parles de peinture, mais s'il y a une fuite, elle ne concerne que l'habitant qui est juste en dessous de la fuite. C'est en général comme ça que ça se passe. Mais par contre, tout le monde va payer la réparation de la toiture. Pour la peinture, Enercool, ça va être la même chose en fait. Ça fait partie des parties communes de l'immeuble, donc tout le monde doit décider. Donc après, il en va de l'intérêt général de la copropriété. Donc du coup, tout le monde va se positionner sur cette question-là. Si ça fait sens de mettre cette peinture pour plein de raisons, parce qu'elle est géniale, que ça va permettre aux équipements de prolonger leur durée de vie et d'avoir une meilleure qualité de vie pour les habitants du dernier étage, on peut comprendre qu'il y a cet investissement à faire. Par contre, tout le monde va le payer, même l'habitant du rez-de-chaussée. Ouais, donc il y a un sujet un peu global, on va dire mutualiste aussi là-dessus. Complètement. Alors il faut être
un peu ouvert d'esprit, effectivement, quand tu es au rez-de-chaussée, de dire, OK, je vais dépenser de l'argent pour un truc qui, potentiellement... Et tu pourrais même imaginer que, situation absurde ou extrême, l'habitant du rez-de-chaussée, il pèse très lourd dans la copro parce qu'il a un méga appartement, etc. Et que tous les autres en haut, ils ont des studios, donc ils pèsent rien du tout. Du coup, possiblement, celui du rez-de-chaussée va payer très cher la peinture tout en haut, qui ne va pas du tout le concerner. C'est possible. Et donc peut-être bloqué. Après, en fait, tout ça, c'est des arbitrages aussi de est-ce que tu laisses ta copropriété, entre guillemets, se délabrer, ou est-ce que tu essaies d'entretenir ton patrimoine et de le valoriser. Il y a souvent cette discussion-là. Tu vois, nous, on parle beaucoup de rénovation énergétique, on accompagne beaucoup de copropriétés en rénovation énergétique. Et donc, il y a souvent ces questions-là qui se posent. Oui, moi, j'ai 80 ans. En fait, je m'en fous de rénover énergétiquement la copropriété, puisque, grosso modo, dans 10 ans, je suis mort. Enfin, si je le fais très court, c'est ça, que pensent les gens. Je dis, mais oui, mais en fait, votre patrimoine, vous allez le transmettre à vos enfants, vous allez le transmettre à... Enfin, je ne sais pas à qui, donc en fait, ça ne va pas disparaître dans la nature. Et puis, une fois que les travaux sont faits, en fait, vous allez profiter d'une meilleure qualité de vie, là, tout de suite, là, maintenant. Et puis, vous allez aussi baisser vos factures d'énergie. Et puis, ceci, et puis cela. Enfin, tu vois, donc du coup, les arguments dans l'autre sens, ils existent aussi, en fait. Encore faut-il les entendre et se dire que... et puis, il y a aussi Enfin, si je vois encore la photo un petit peu plus grande, la responsabilité en tant que société. Oui, moi, je peux décider de jamais faire la rénovation énergétique. Oui, on peut décider de continuer à foncer dans le mur tous en appuyant sur l'accélérateur. On peut faire ça, c'est possible. Est-ce que c'est souhaitable ? Vaste débat. Ouais, non, je pense pas. Ça marche. Ça fait 3 ans maintenant que la boîte existe ? Mai 2022, donc on arrive aux 3 ans. Ouais. Ok, ça se développe bien. Aujourd'hui, on gère un tout petit peu plus de 60 copropriétés. Ok. Comment vous passez des 3 premières aux 60 ? Comment vous faites connaître ? C'est du bouche à oreille ? Il y a 2 vecteurs principaux de développement pour nous. Le bouche à oreille, effectivement. On est passé, il y a eu un peu une évolution en fait dans notre type de clientèle, parce que là je te disais, on a rentré une copro de 127 lots. 127 lots, c'est énorme, et t'as pas 127 écolo-terroristes dans la copro. Ça, c'est vraiment pas du tout le profil, tu vois. Et donc du coup, il y a eu une grosse évolution. Autant au début, on a eu des gens qui étaient vraiment sur nos valeurs, et plutôt des petites copropriétés du coup, où justement tu avais, on va dire, un petit noyau de gens qui étaient un petit peu convaincus, en tout cas sur la même longueur d'onde que nous. Et plus on a grandi, et plus c'est le fait d'avoir donné une bonne qualité de syndic qui a été mise en avant. Et en fait, aujourd'hui, les gens, ils nous appellent pas pour nous dire c'est super, vous êtes écolo et ça va bien se passer. Ils nous disent nous, on cherche un bon syndic, en fait. Ouais, d'accord. Et donc, du coup, ce bouche à oreille-là, ça fait un peu effet boule de neige et ça grandit de plus en plus. Et ensuite, l'autre truc qui est assez chouette, c'est que, on se l'est dit, on se déplace qu'à vélo. Et on a des vélos cargo, du coup, qui sont logotés. Et donc, du coup, les gens nous voient passer dans la rue et nous reconnaissent. Et donc, du coup, ils nous prennent en photo, ils prennent le numéro de téléphone ou ils nous arrêtent. Ça m'est arrivé pas mal de fois aussi que les gens nous disent « Ah, vous êtes syndic, comment vous faites ?» Et ce qu'on a fait aussi, du coup, parce qu'on a poussé le truc un petit peu plus loin, on a nos potes de chez Green Course, qui sont des coursiers à vélo, qui ont des remorques. Et donc, du coup, on a logoté une de leurs remorques. Donc en fait, les gens nous disent « Ah, je vous ai vu faire une livraison. » Alors nous ne sommes pas livreurs, mais par contre, effectivement, c'est bien de la pub que vous voyez sur la remorque des coursiers Green Course de Syndic Partie Commune. Mais donc à vélo toujours. Ah ouais, donc il y a du marketing sur les vélos. On s'est dit que c'était moins cher qu'une page dans Ouest France que personne ne lirait, que c'était un format de publicité qui est plus en accord avec nos valeurs, on va dire. Voilà. C'est un panneau du coup qu'on a fait faire une fois, donc du coup on le fait très périodiquement, quoi. Et donc voilà, c'est notre manière de nous démarquer. Ok, canon. C'est quoi la suite ? On a encore 10 minutes, après je vais te libérer. C'est quoi la suite ? C'est quoi un peu le développement ? Comment tu vois la suite de la boîte ? Donc nous, aujourd'hui, il y a 2 grosses suites pour nous. Nous, aujourd'hui, on existe principalement sur Nantes Métropole, un petit peu sur Angers, un petit peu sur Saint-Nazaire. On n'y va pas en vélo, on y va en train. Je précise, on nous le dit souvent. Donc non, nous n'allons pas à Angers à vélo. Nous ne faisons pas ça. On prend le train. Ça marche. C'est très sympa. Mais c'est très sympa. C'est très très sympa. Mais pour les urgences, ça fonctionne moins bien. Et puis si tu te fais l'AG à 18h, rentrer ensuite, c'est un peu plus compliqué. Donc pour nous, il y a 2 enjeux. Là, on commence à être suffisamment bien construit
pour se dire que le modèle est duplicable et donc de renforcer à la fois notre présence sur ces territoires-là et peut-être de réfléchir à aller plus loin ailleurs, donc dupliquer le modèle. Ça peut passer de plein de manières différentes. Ça peut être une franchise, ça peut être un label, ça peut être un rachat de portefeuille ou d'un cabinet. Enfin, ça peut passer par plein de manières différentes. Donc c'est pour ça qu'on est aussi rentré dans l'accélérateur pour creuser un petit peu ces sujets-là et voir quelle stratégie on va mettre en place du coup pour essaimer finalement notre modèle sur d'autres territoires. Donc ça, c'est le premier point. Canon, ok. Et le deuxième point, c'est aujourd'hui, on va évoluer vers la SIC, donc la Société Coopérative d'Intérêt Collectif. On parlait d'éthique et de réengagement. On va pousser ce curseur beaucoup plus loin. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes une... Aujourd'hui, on est une SAS Okay. de l'économie sociale et solidaire. Okay. Voilà. Donc on était en SASU, du coup, ça reposait que sur moi. Ensuite, Aurore est devenue mon associé. Et ensuite, du coup, maintenant, on pousse le modèle plus loin en voulant devenir USIC, ce qui était l'objectif depuis le départ. C'est-à-dire d'avoir un modèle le plus horizontal possible. La SIC était une possibilité, mais il y avait d'autres modèles possibles. Alors la SIC, c'est pas très connu, on connaît bien les scopes, parce que je sais pas pourquoi elles sont plus connues, parce que c'est repris globalement par les salariés. C'est plus simple, ouais. Scope, grosso modo, c'est simple, c'est l'entreprise appartient aux salariés. Point. La SIC, donc Société Coopérative d'Intérêt Collectif, donc du coup, c'est une gouvernance partagée entre l'ensemble des bénéficiaires ou des utilisateurs du service. Donc ça veut dire qu'autour de la table, pour gouverner et piloter l'entreprise, il va y avoir les salariés de l'entreprise, il va y avoir les entreprises qui interviennent dans les copropriétés, il va y avoir les copropriétaires en individuel ou en syndicat de copropriétaires, c'est-à-dire les copropriétés pourront adhérer à la SIC. Idéalement, on aimerait bien aussi que les collectivités mettent leur nez là-dedans et toutes les autres entreprises ou personnes qui ont un intérêt dans ce projet-là. Et donc du coup, on crée en fait finalement un genre d'association dans lequel tout le monde va pouvoir piloter ensemble le syndic partie commune et donc la société. Donc il faut bien le voir qu'aujourd'hui ce type de modèle il existe déjà, en fait on en connaît plein. Les banques mutualistes ou les mutuelles, ce sont des SIC. Enfin, ça fonctionne exactement de la même manière. Pas forcément toutes, mais certaines oui. Mais grosso modo, l'idée est celle-là, c'est-à-dire c'est le service qui appartient à ses clients. Et donc c'est exactement ça qu'on va faire. Donc de la même manière qu'on a créé le premier syndic de l'économie sociale et solidaire, on va créer le premier syndic en SIC de France. Incroyable. Et donc du coup là on est en plein là-dedans depuis à peu près 6 mois. Là on est accompagné par différents organismes. Donc là on en est à la rédaction des statuts. Et donc l'objectif, c'est ou de le faire courant 2025 là, ou début 2026, de faire ce passage de cap là. Ce qui est intéressant, c'est que t'as en plus, le modèle, c'est une entité, une voix. C'est pas parce que tu as une grande collectivité quoi que ce soit, c'est exactement. Dans la décision, c'est une voix. Et... Tu peux décider d'appuyer le projet, de mettre 50 000 € dans le projet parce que tu y crois et tu as envie que ça se développe, etc. Mais effectivement, tu pèseras une voix comme tout le monde. Ouais. Et tu peux avoir des sociétaires de partout, des particuliers, des pros. Ce qui est assez aussi chouette, enfin moi j'ai travaillé chez Enercop, je crois qu'on a déjà parlé avant, c'est que tu as une espèce de soutien, tu as une espèce de base exactement. Qui est ultra forte. Quoi. Et en fait, ce qui est intéressant, je trouve, moi depuis le départ, j'ai cette idée-là, c'est vraiment un truc qui me tient beaucoup à cœur, mais un des défauts principaux du syndic de copro, c'est qu'en fait, les gens ils te disent, mais en fait, je ne sais pas ce que fait le syndic de copro, en fait, j'y comprends rien, ce machin, j'ai l'impression qu'ils foutent rien, et donc en fait, là, c'est aussi faire rentrer les gens les faire monter dans le bateau, ou leur montrer le capot de la voiture et le dire en fait le moteur ça fonctionne comme ça et même tu vas venir faire fonctionner le bateau avec nous et donc du coup tu casses aussi la distance et tu casses en fait le manque de relation de confiance qu'il y a entre les copropriétaires et le syndic parce qu'en fait ils deviennent partie prenante de l'aventure et ils viennent décider tu vois on parlait du prix tout à l'heure. Moi, je rêve d'une assemblée générale de notre SIC où on décide en fait des honoraires de syndic à l'échelle locale ou nationale. On verra comment ça fonctionne, tu vois. Mais pour que les gens ils aient conscience de, en fait, ils gagnent quoi comme argent le syndic de copro parce qu'en fait, il se met pas tout dans la poche, tu vois. Il faut payer des salaires, il faut payer les outils informatiques, il faut payer le loyer du bureau, etc., etc. Donc, quand tu mets tout bout à bout, qu'est-ce qui reste et comment on décide collectivement de ce qui reste et où est-ce qu'on met le curseur là-dedans, tu vois. Magnifique. Franchement, c'est trop chouette. Je pense que ça va être cool, ouais. Donc là, en ce moment, tu as le nez là-dedans, un peu dans la... J'aimerais bien. Ce qui est compliqué en ce moment, c'est que là, on est dans une petite phase où, en fait, il y a une personne qui va nous rejoindre là, sur la gestion de copro.
Donc on a recruté la personne, elle va commencer au mois de mai. Donc là, moi j'ai encore un peu le nez dans les gestions de copro. Donc j'attends que cette personne arrive pour pouvoir me délester un petit peu et me remettre un petit peu plus le nez dans la SIC. Parce que ça demande quand même pas mal de temps et d'énergie, quoi. Tu t'inventes pas un modèle comme ça en claquant des doigts. Même si on a des journées de travail qui sont longues, mais ouais, la copro, ça prend pas mal de temps et d'énergie. Donc on a besoin d'avoir un peu de fraîcheur pour pouvoir se pencher sur des plus gros sujets comme celui-ci. Canon. Et dernière question, et après je te libère, oui, ce qui sera l'heure. Les gens que tu recrutes, c'est des gens qui viennent d'autres syndics IMO. Ça doit leur changer un peu, ou ils ont déjà cet état d'esprit et se dire ok, j'en ai marre et je veux changer. Comment ça se passe? C'est une question qui est super intéressante et qui fait un peu le lien avec la question de la formation. Le métier de l'immobilier n'est pas un métier, les métiers de l'immobilier ne sont pas un métier, en tout cas pour leur grande globalité, où les gens sont, j'ai envie de dire, écolo convaincus ou très sur les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Peut-être que les gens ne seront pas d'accord avec cette affirmation, mais en tout cas, moi, c'est ce que je constate et c'est ce que je pense. Donc du coup, chez les gestionnaires de copro, c'est un peu la même chose. On n'a pas de... Tu vois, dans les profils et les CV qu'on voit, les gens, ils font tous les mêmes écoles, ils ont tous les mêmes manières de penser, et c'est pas forcément pour les valeurs du projet qu'ils envoient un CV chez nous. Donc du coup, en entretien, on a des entretiens parfois un peu bizarres. Un peu lunaires aussi. Et on a eu un entretien où le mec il m'a dit « Non mais moi, j'ai des bitcoins, je suis capitaliste à fond, j'y comprends rien à votre truc, en fait, ça va pas fonctionner. » Ah bah non, je te confirme, ça va pas fonctionner. Donc c'est clair. Mais on a eu de la chance. Le premier gestionnaire qu'on a recruté, Yvan, je pense que sa porte d'entrée n'était pas forcément la porte sur les aspects écologiques, même s'il n'en était pas forcément éloigné, super enthousiaste sur l'idée de faire du vélo tout le temps, etc. etc. Mais par contre, sur l'éthique et la qualité de travail, ça, il l'a tout de suite perçu. Donc du coup, même Yvan, il avait choisi de changer de syndic de copro pour venir chez nous en baissant son salaire de manière assez conséquente, tu vois. Okay. Parce que, en fait, quand tu gères 30 copros et que tu as une grosse qualité de travail et que tu rentres chez toi à 17h30 le soir, parce que c'est pas ça la vie de gestionnaire, en fait. La vie de gestionnaire, c'est en période d'AG de mars à juin, tu rentres chez toi à 21h tous les soirs parce que tu te fais toutes tes AG sur cette période-là et tu vois plus ta famille, tu vois plus tes amis et tu réapparais à l'été, quoi. Okay. Et donc, chez nous, c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Et la deuxième personne, du coup, qui va nous rejoindre au mois de mai, du coup, Célia, c'est une personne qui a eu beaucoup d'expérience dans le métier, qui a un peu notre âge, autour de la petite quarantaine, grosso modo, et qui, elle, en fait, s'est arrêtée de bosser pendant quasiment 2 ans, et a construit sa maison en autoconstruction, avec tout ce qui va bien et tout ce qu'on peut imaginer qui va bien. Et donc, du coup, elle a vu passer notre annonce. Et donc elle s'est dit vas-y, je me sens de reprendre ma carrière de syndic de gestionnaire de copro. Dans ces conditions, que c'est dans ces conditions, avec et une qualité de travail et une qualité de vie que je vais pouvoir avoir, et donc voilà. Parce que pour l'instant, alors si je pousse un peu le curseur, effectivement on paye pas aussi, on donne pas des aussi bons salaires que chez les autres syndics de copro. On aimerait bien. Et peut-être, et je souhaite qu'on y arrive, mais pour l'instant on n'y arrive pas. Ouais. Ça arrivera sûrement, on va se développer petit à petit, mais pour l'instant, c'est pas... Ils crèvent pas de faim non plus. Hein. Ouais, ça marche. Pas vous faire pleurer. Mais voilà. Ok, canon. Bon, c'était très chouette de t'avoir et de pouvoir discuter de ça et d'avoir un peu... parler de plein de trucs. Ouais, mais c'était très, très, très cool. J'ai apprécié. J'espère que les gens qui nous écoutent auront apprécié aussi. Merci à toi, merci Maxime. Bonne route et longue vie à... Là, je pars en conseil syndical. Là. Ok. Dire aux auditeurs qui ne le regarderont pas en temps réel, il est quasiment 18h, je vais partir en conseil syndical. Je travaille jusqu'à 20h. Ok, bon courage. Merci beaucoup. De rien, et puis à continuation. Et puis j'espère mettre du NR Cool sur une première copro. On fera un podcast ce jour-là, si je mets du NR Cool sur une copro. Merci Thomas. Salut Maxime. Ciao. Top. Je pense que j'ai regardé la caméra de temps en temps, mais c'est marrant parce que ça, en fait, c'est à certains moments, genre ça t'attire en fait, ouais. Parce que c'est dur de regarder quelqu'un super longtemps de manière fixe, tu vois. C'est clair. Magnifique, vous êtes arrivé au bout du podcast. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Abonnez-vous, mettez un like, ça nous aide beaucoup. Merci et à bientôt.